Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons évoquer les droites nationales en général et évidemment le cas français en particulier. Donc c'est l'occasion de dire un petit peu tout ce que je pense de ces partis qui me paraissent, pour la plupart d'entre eux en tout cas, représenter une impasse stratégique assez évidente. Alors d'abord, faisons un petit peu le tour de table des droites nationales et autres d'ailleurs en Europe. Et on va commencer par Viktor Orban. Alors Viktor Orban, c'est assez intéressant. Donc c'est un dirigeant hongrois qui est à la tête aussi d'un parti qui s'appelle le Fidesz. Et ce parti était membre jusqu'à présent, au niveau de Strasbourg, du Parti populaire européen, le PPE. Donc c'est ce qu'on appelle la droite, globalement une sorte de LR à l'échelle de l'Europe. Bien entendu, ce n'est pas un vrai parti. Il faut bien avoir conscience qu'à Strasbourg, il n'y a pas de vrai parti politique. Ce sont des coalitions de partis nationaux qui s'associent. Donc ils peuvent s'associer et se dissocier. Orban était sur la sellette depuis un certain temps, bien qu'il ait voté en faveur, par exemple, d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Et donc, le PPE l'avait plus ou moins suspendu. Orban en a assez de transiger avec eux et a décidé de claquer la porte. Donc il est en train de préparer la réorganisation des droites au niveau du Parlement européen et essaie de créer un nouveau groupe qui serait unitaire de tous les conservateurs, on va dire, et nationaux. Donc aujourd'hui il y a deux groupes principaux qui sont ECR, donc qui sont les conservateurs, avec justement les Polonais du PiS, avec Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni et d'autres. Et puis il y a ce groupe ID, Identité Démocratie, autour notamment du Rassemblement National et de la Lega de Salvini. Alors qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Orban est prêt à s'associer au Rassemblement National? A priori non. Donc il est tout à fait possible qu'il tente surtout de débaucher un certain nombre de partis qui font partie de la coalition autour du RN, et notamment la Lega. On parlera du cas Salvini en particulier, parce que ça mérite d'être évoqué comme contre-exemple, ou exemple illustratif de ce que je vais essayer de démontrer. Contre-exemple de la bonne chose à faire, mais illustration de ce que les droites nationales sont incapables de faire autrement. En termes clairs, vous verrez que c'est une impasse stratégique non seulement en France, mais chez nos voisins, avec quelques exceptions évidemment. Alors, le cas Orban est intéressant parce que Orban est quand même réellement menacé au niveau du pouvoir par une grande coalition qui s'organise contre lui, qui comprend aussi bien les sociodémocrates hongrois que ce qu'on appelait auparavant l'extrême droite hongroise, c'est-à-dire le Jobbik. C'est une coalition générale, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette coalition ferait 53% des voix en cas législative, contre 47% autour d'Orban. C'est dire si celui-ci est quand même menacé. C'est la preuve aussi que le couple de Visegrad n'est pas bâti pour 1000 ans et qu'il est tout à fait possible qu'il s'effondre et s'effrite rapidement. C'est déjà un peu le cas, la Slovaquie et la Tchéquie sont beaucoup moins courageux sur les thématiques juridiques par exemple que la Pologne ou que la Hongrie. Donc vous voyez que même dans ce groupe conservateur des droites d'Europe centrale, eh bien, la menace existe. Alors, si on prend maintenant pays par pays, bon, l'Irlande, il n'y a toujours rien. L'immigration progresse, on pourrait s'attendre à l'émergence de partis de droite. Il y a des partis, mais ces partis sont très marginaux. L'Irlande n'a peut-être pas assez d'immigration, ne connaît pas encore trop l'impact de ce que ça peut représenter pour réagir. Après, il faut savoir que le nationalisme en Irlande est de gauche au départ, le Sinn Féin, qu'ils ont joué la carte pro-immigration pendant un certain nombre d'années, et donc c'est difficile. Le terrain nationaliste dans ces pays-là, ou dans le cas de l'Écosse aussi c'est la même chose, est plus compliqué. Regardez la Bretagne, le nationalisme breton ou le régionalisme breton est largement à gauche. Il existe une droite nationale bretonne, mais elle est très faible, même si elle pourrait peut-être émerger un jour. Alors, Portugal, on voit l'avancée d'un parti qui s'appelle Chega. Et donc, c'est un parti assez droitier, mais qui n'est pas du tout l'héritier du salazarisme ou du fascisme portugais. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que finalement, c'est la droite qui émerge qui n'est pas l'héritière des droites nationales classiques. Il existe un parti de droite qui s'appelait le PNR, qui faisait aux alentours de 0,3% des voix depuis des années, une sorte donc de PDF de Thomas Joly, mais version portugaise, donc aucun avenir. L'avenir est venu de là où personne s'y attendait. Alors ça fait pareil en Espagne, c'est intéressant de le rappeler, donc il y a le parti Vox. Alors ce parti Vox donc, est fondé par un certain Abascal, notamment, et ce sont des gens qui sont issus de l'aile droitière du Parti populaire. Parce que pendant longtemps, en Espagne comme en Allemagne, d'ailleurs, le grand parti de droite
ne voulait pas voir quelque chose émerger à sa propre droite. C'était un parti de rassemblement, donc il tolérait les gens du centre droit à la droite la plus dure. C'était le cas aussi de la CDU allemande. La CDU allemande n'a connu l'émergence de l'AfD à sa droite que parce qu'elle s'est gauchisée. Donc elle n'a pas respecté le principe que la CSU allemande, elle, de Bavière, demandait, c'est-à-dire pas de droite extérieure à la CDU. Donc Abascal a quitté un parti populaire en pleine crise identitaire, et il a bien fait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Espagne? C'est que les deux partis principaux, comme un peu dans le reste de l'Europe, sont usés. Que ce soit le Parti socialiste espagnol ou que ce soit le Parti populaire espagnol, les gens en ont assez. Donc ils essaient de trouver des solutions alternatives. Il y a ceux qui misent au niveau de la gauche sur le régionalisme, catalan ou autre, ou sur la gauche radicalisée de Podemos. Et puis il y a ceux qui avaient fait confiance par exemple à un parti qui s'appelait les Citoyens, Ciudadanos, qui était un peu inclassable et qui comprenait les éléments de centre-droit comme des éléments droitiers. Or, Ciudadanos est en train de s'effondrer totalement, et ils sont à 3% dans les sondages, et donc cet électorat eh bien, s'en va ailleurs. Et ce qui est assez surprenant, c'est que cet électorat s'en va notamment à Vox. Donc Vox, qui veut dire la voix hein, en latin, c'est un parti qui est issu du Parti populaire. C'est pas un parti héritier des phalangistes ou du franquisme, pas du tout. En fait, tous ces héritiers des années 50 ou des années 30 n'ont jamais rien pesé. Donc on part d'un pays où on a l'impression qu'il n'y avait pas de droite nationale du tout, et du jour au lendemain on passe de 0,2% en 10 chapelles à peut-être plus de 20% dans les sondages. Donc c'est dire si l'Espagne est en train de changer. Ça s'explique aussi par la pauvreté qui est quand même endémique dans ce pays, une part de chômeurs qui est quand même très importante, il y a aussi l'immigration qui progresse, il y a et aussi la crise de la Covid hein, qui a fragilisé encore un peu plus l'économie espagnole, donc tout ça est favorable à Abascal. Donc Abascal pour le moment, à moins qu'il ne nous déçoive par la suite, représente le bon élève. Le bon élève, même s'il reste dans un cadre national, qui est logique dans le contexte actuel. Le mauvais élève, maintenant, c'est l'Italie. L'Italie de Salvini pouvait apparaître comme le bon élève il n'y a pas si longtemps. Et c'est aujourd'hui beaucoup plus compliqué. Alors, certes, les sondages sont très favorables à une coalition des droites. Très concrètement, j'ai regardé le dernier sondage italien. La Lega est à 24%. Elle reste quand même assez populaire, malgré le fait qu'elle ait choisi de soutenir Draghi et le nouveau gouvernement centriste et mondialiste qui vient de s'installer en Italie. Donc 24%, mais c'est moins que les 30 ou 32% que Salvini avait pu capitaliser autour de lui par le passé. Par ailleurs, la Ligue est implantée dans le nord de manière très ancienne, donc 24% c'est beaucoup. Mais ça aurait pu être mieux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni est désormais à 18%. Donc il y a une rivalité qui est en train de se créer symboliquement entre Salvini et Meloni, et il est probable que Meloni finisse par détrôner Salvini dans les sondages. Les deux réunis, ça fait quand même 42%. Or, Forza Italia, le parti de Berlusconi, remonte un petit peu la pente à la grande surprise générale, en atteignant 11% dans les sondages. Donc là, on est à une coalition des droites de 53%. La question est de savoir s'il y aura des élections, a priori pas demain la veille, et surtout si Salvini va pouvoir rester le leader de cette coalition. Parce qu'avec 24% des voix, il est encore en tête, donc il peut représenter un futur président du Conseil s'il y avait des élections demain. Mais est-ce qu'il va tenir la cadence, sachant qu'il vient de se rallier à un gouvernement pour lequel il a obtenu 3 ministères, merdiques d'ailleurs, et un retournement de veste assez spectaculaire. Parce que Salvini, c'est ça son principal défaut, c'est qu'il est versatile. Il a beaucoup capitalisé sur son refus de l'immigration donc illégale, et maintenant on a l'impression qu'il pactise avec et qu'il donne des leçons d'antiracisme aux Italiens. Donc ça pose quand même question. Ensuite, Salvini donc effectivement se rallie à un gouvernement centriste où il n'obtient que des miettes au prix d'un retournement de veste sur l'Union européenne absolument total. Alors désormais, tout ce qui était discours anti-euro ou anti-Union européenne, c'est oublié complètement. On pourrait dire que c'est une bonne nouvelle du point de vue de ce que défend le Parti des Européens. Sauf que moi j'aime bien que les gens retournent leur veste sur l'Europe pour de bonnes raisons, c'est-à-dire une analyse qui montre qu'ils se sont trompés. Là, c'est du pur opportunisme. En fait, ces positions anti-européennes étaient opportunistes, et ces positions pro-européennes le sont tout autant. Il n'y a pas pire en politique que l'opportunisme. Parce que les gens sont demandeurs de sincérité en réalité en politique. Et ils n'en ont jamais. On verra dans le cas français que c'est encore pire que le cas italien d'une certaine manière. Alors regardons le reste. L'Autriche par exemple. L'Autriche est toujours le même principe.
Donc la droite nationale est à 27% des voix, le FPE, le Parti des Libertés. Il arrive dans une coalition des droites, et arrivé, scission, explosion, et retour au point d'origine, c'est-à-dire autour de 14%. Alors dans le cas récent, donc après l'exemple Haider, il y a eu l'exemple Strare. Alors c'est toujours le même principe. Donc, Haider a claqué la porte du FPE dans les années 2000 pour soutenir la coalition au pouvoir. Bon, il a créé le BZE, qui très rapidement a dévissé et s'est retrouvé à un pourcentage absolument ridicule. Que fait Strare? Strare se retrouve empêtré dans un scandale dont il n'avait aucune raison de sortir grandi, parce que il s'est fait piéger, c'est vrai, magnifiquement par les services certainement, et on lui a mis une nana dans les pattes, prétendue russe et fille d'un richissime oligarque. Évidemment, je ne suis même pas sûr qu'il ait fait une vérification Google du nom de l'oligarque russe en question, hein. Et voilà qui s'amuse à faire des promesses en l'air. On voit bien les promesses du dragueur qui veut embarquer la nana et qui donc lui raconte n'importe quoi. Sauf qu'il est filmé, il ne le sait pas évidemment, avec un de ses plus proches collaborateurs en prime. Et résultat, au bout de 2 ans, ça sort au bon moment, avant les élections européennes. Certainement que le Premier ministre autrichien Kurz a dû donner son feu vert aux Allemands qui ont sorti l'information dans Der Spiegel. Et voilà, qui se retrouvent empêtrés dans le scandale. Et alors, ce qui est marrant ou triste, c'est que ces grands leaders populistes, quand ils sont face au scandale, ne savent pas du tout comment réagir. C'est là qu'on montre qu'ils naviguent à vue complètement. Alors il y avait 2 solutions. Soit il y avait une solution de fierté, c'est-à-dire dire écoutez, vous voyez bien que c'est une manipulation, moi je voulais embarquer la nana, voilà, même en Autriche ou en Italie ça pouvait s'entendre, une belle nana, oh, je lui promets n'importe quoi. De toute façon, il pouvait dire j'étais pas au pouvoir à l'époque, ce que je disais n'engageait personne. Voilà, et c'était pas destiné à se balader sur Internet. Donc il pouvait dire, c'est un coup monté, vous voyez bien de manière naturelle, moi je ne cède pas un coup monté, ce sont des services étrangers qui sont derrière cela. Non, il commence à se vautrer lamentablement et finit par démissionner piteusement. Alors il démissionne non seulement du gouvernement, mais après il démissionne de la présidence du FPE. Donc on peut dire, t'as démissionné, tu la fermes, et puis tu disparais de la politique. Eh ben non. Et donc il est réapparu sous la forme d'un parti pro-strareux. C'est-à-dire que voilà un individu qui quitte le FPE, pour revenir d'une autre manière. Il fait exactement ce qu'a fait Haider. Alors je ne dis pas qu'il va avoir un accident de voiture comme Haider, hein, bien sûr, on ne lui souhaite pas, mais ça montre la médiocrité de ces individus. On peut faire 27% des voix aux élections législatives en Autriche et être un loser, et Haider était un loser, Strare était un loser, parce que quand il s'agissait d'être au pouvoir, ben là on a vu le résultat. Bon dans l'opposition, médiocre au sein d'un gouvernement. Et c'est révélateur. Donc vous voyez Salvini, qui fait n'importe quoi. Et vous avez un Strare qui s'est complètement grillé. Et vous avez d'autres exemples. Prenons un exemple d'un homme politique néerlandais prometteur, Thierry Baudet. Bon, Thierry Baudet, il avait le vent derrière lui. Wilders, avec son blond peroxydé, commençait à être assez ridicule. Il l'est toujours, mais les gens qui votent pour lui comme ils votent pour Marine Le Pen. C'est-à-dire pour plein de raisons autres que les bonnes. Donc, Thierry Baudet, qui est un nom français, c'est amusant, avait le vent en poupe. Le problème, c'est qu'il ne contrôlait pas les réseaux sociaux de ses propres troupes. Bon. Et il y avait un groupe WhatsApp, apparemment, des jeunes donc, du parti, donc, qui s'appelle le Forum pour la démocratie, Forum für Demokratie, et qui tenaient des propos plus légers sur les questions identitaires, on va dire, des choses comme ça. Et des nostalgies provocatrices, en tout cas, un peu stériles. Bon, rien de bien dramatique pour un chef politique qui tient ses troupes. Le problème derrière tout cela, c'est que ça fait scandale. Alors voilà que Thierry Baudet sanctionne le leader des jeunes de son propre parti, alors même que c'est un proche de lui. Bon. Donc il le sanctionne, à la demande des cadres et des classiques du parti. Quelques jours après, retournement de veste complet, il apporte son soutien à celui même qu'il avait sanctionné, et perd ainsi la plupart des grands leaders de son parti qui, soit quittent carrément le parti, soit se mettent en retrait. Donc évidemment, derrière scandale, les sondages s'effondrent, Wilders remonte évidemment au détriment de ce parti, et là il a réussi un score relativement honorable dans ce contexte aux dernières élections législatives, mais très loin. En fait, Wilders a perdu beaucoup par rapport au gouvernement en place de Mark Rutte, la droite donc a eu vent en poupe, et c'est un recul général des droites nationales aux Pays-Bas. Bon. Et donc Thierry Baudet a sauvé l'honneur, mais n'empêche que son parti est extrêmement fragilisé. Donc là encore, comment réagir? On voit bien qu'au moment où il y a un scandale, on ne sait pas se défendre. Le scandale, il vient de quoi? Il vient du pouvoir qui se sent menacé. Il l'a fait avec Fillon, on a vu comment Fillon s'est défendu, etc. C'est-à-dire que là-dessus, il faut être sans pitié. À partir du moment où on est attaqué par
système, il ne faut certainement pas commencer à s'excuser, à donner des gages. L'erreur de Fillon, par exemple, c'est de dire « si je suis mis en examen, je me retirerai ». Qu'est-ce qu'on l'oblige à dire ça? En disant ça, il donne la main au juge. Et finalement, il ne tient pas parole, puisqu'il est mis en examen, et il va quand même. Donc, quelle est la parole, la crédibilité d'un homme politique à partir de là? Il ne faut rien céder dès le départ, parce que si on commence à dire « oui, alors peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, etc. » Ça y est, c'est fini. Alors évidemment, la tentation de se justifier est toujours très forte, on a toujours envie de se justifier. Mais en fait, quand on le fait, eh bien, on donne énormément de gages à ses adversaires. Et on verra que donner des gages à ses adversaires ne sert jamais. Vous voyez quelques exemples quand même assez révélateurs. Alors évidemment, le cas français sera encore plus atypique. Par ailleurs, prenons un peu le cas du Royaume-Uni. Regardons les grands stratèges de droite au Royaume-Uni. Un petit historique rapide. Dans les années 2000, un parti assez dur sur la question identitaire, le British National Party, commençait avec donc son leader Nick Griffin à émerger. Ils avaient réussi à avoir des élus au Parlement européen, et ils faisaient quasiment 7% des voix à ces élections. C'est pas si mal, compte tenu du contexte politique britannique. Et surtout, ils étaient très attaqués. Et puis, du jour au lendemain, ce BNP s'est effondré rapidement. Pourquoi? Parce qu'il a été concurrencé par un parti qui était soutenu par une partie de la droite conservatrice britannique, UKIP. UKIP avait une seule stratégie monomaniaque, quitter l'Union européenne. En somme, tous les problèmes du Royaume-Uni étaient liés à cette appartenance à l'Union européenne, et il suffisait de claquer la porte pour être sauvé. Et donc, très rapidement, c'est un leader populiste, avec pas mal d'humour, mais pas beaucoup de conviction, qui s'appelait Nigel Farage, qui est une sorte de clown en réalité, hein, et qui a émergé sur cette ligne-là. Alors, inexistant sur le plan des élections nationales, mais très présent sur le plan des élections européennes, atteignant jusqu'à 27% des voix. Bon. À un moment donné, ce Farage, d'ailleurs, a claqué la porte de UKIP pour créer un nouveau parti, où il a aspiré presque tous les électeurs, le Brexit Party, donc obsédé évidemment par cette notion de Brexit, parce que UKIP était accusé, je cite par Farage, d'être encore trop identitaire. Donc trop hostile à l'islam, etc. Voilà ce qu'un populiste de droite, modèle de Marine Le Pen à l'époque et de tous les souverainistes, pouvait dire. Terme clair, UKIP est encore trop identitaire, donc je claque la porte. Ce Brexit Party, aujourd'hui, est crédité de entre 0 et 1% des voix dans les sondages. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la mission historique monomaniaque de ce parti quitter l'Union européenne a été réalisée, donc maintenant, il ne sert plus à rien, et finalement, l'identité britannique extrêmement menacée, ça ne compte pas. Alors cette identité britannique, elle est menacée de toutes les façons possibles, et notamment par le discours diversitaire. Alors ce discours diversitaire, il se matérialise comment? Par exemple, par la pleurnicherie de Meghan Markle, victime du prétendu racisme du prince Charles ou de la cour britannique. Donc William, le prince héritier, a dû défendre sa famille, etc. Et ça c'est un exemple, on va dire, bénin, mais qui est révélateur. Autre exemple, récemment, mais c'est il y a quelques jours, peut-être même hier, par rapport au moment où on enregistre, CNN montre une pièce de monnaie, donc une pièce britannique, où on voit Britannia. Alors Britannia, pour vous dire un peu qui c'est une sorte de divinité païenne syncrétique créée par les Britanniques, donc c'est une version locale de Minerve, Athéna, Minerve, déesse protectrice, donc avec le casque grec classique. Et cette Athéna Minerve version britannique, bizarrement, s'est emparée du trident de Poséidon. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a pris le trident de Poséidon pour rappeler que le Royaume-Uni est une île, et donc voilà une Minerve neptunienne, on va dire. Eh bien, ils ont réussi l'exploit de donner des traits africains à cette nouvelle Britannia. Moi, j'ai tweeté en disant comment dire, la formidable illustration de ce qu'est la réalité du Brexit. Dès le départ, j'étais contre le Brexit, j'avais annoncé que le Brexit identitaire finirait en Brexit hyper-globaliste, symbolisé par le titre donc Global Britain de la campagne de Johnson. Aujourd'hui, Johnson défend donc un Royaume-Uni global, avec évidemment une servitude accélérée vis-à-vis des États-Unis. Ce partisan de Trump est devenu un ultra-partisan de Biden à la vitesse de la lumière, évidemment, et rêve d'un Royaume-Uni qui serait prospère économiquement grâce à la zone Asie-Pacifique. Ça ne s'invente pas. Donc, c'est logique, tourner le dos à l'Europe, c'est tourner ses bras vers la diversité. Et c'est bien l'exemple, moins de Polonais, plus de Pakistanais, et ben c'est démontré. Voilà la réalité du Brexit, et donc voilà ce qui démasque tous les partisans d'un Frexit.
parce qu'ils ont tous pris modèle sur le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a montré que le Brexit était une arnaque. Je rappelle que le Royaume-Uni, par ailleurs, n'a pas l'euro, n'était pas dans Schengen. Donc, finalement, le départ du Royaume-Uni avait des conséquences économiques par rapport à l'accès au marché commun, mais sur le reste des sujets, rien du tout. Faire croire aux électeurs britanniques que leur problème était dû à l'Union européenne, alors que le Royaume-Uni était celui qui était le moins lié à l'Union européenne de fait, c'était évidemment une arnaque électorale. Donc voilà un petit peu ce palmarès. Alors, si on regarde les voisins, le Danemark, le parti du peuple danois s'est effondré parce que d'une certaine manière, les autres partis, hypocritement, ont pris une partie de ces thématiques, donc il n'a pas été récompensé. En Norvège, le Parti du Progrès reste relativement fort, mais a quand même beaucoup perdu par le passé. Reste le cas suédois, où effectivement les démocrates suédois sont très forts. Avec l'Espagne, on pourrait dire que c'est les plus prometteurs, mais là aussi, il faudrait voir si ça tient sur la durée. Donc, on peut se méfier. Quant au reste des droites nationales dans l'Europe centrale, bon, en Pologne, elles se tiennent à un niveau correct. De toute façon, le parti, Ordre et Justice, le parti au pouvoir, tient sa droite, si on peut dire. Donc, en Tchéquie ou en Slovaquie, ça reste assez modeste. La Slovaquie avait un parti assez populiste dur et qui est en train de s'effondrer par le coup de boutoir, on va dire, de la justice slovaque, qui s'appelle le LSNS, qui est en train d'être détruit purement et simplement juridiquement. Ça permettra de parler brièvement de la question de génération identitaire, parce que c'est aussi l'actualité de la France. Alors maintenant qu'on a vu un peu ce tour d'Europe, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre. Vox en Espagne et les Suédois peuvent être la surprise, mais pendant que certains progressent dans certains pays, eh bien, toujours le même principe classique, eh bien, ça s'effondre dans d'autres. Voilà, c'est toujours le même principe. Si vous suivez les élections européennes, les élections nationales, et vous regardez les scores des droites nationales depuis 20 ans, vous voyez que c'est toujours le même principe, c'est-à-dire d'un côté ça progresse, et puis ensuite, d'un autre côté, ça baisse. Donc par exemple, le Vlaams Belang belge avait beaucoup régressé. Aujourd'hui, du fait que le N-VA, son frère ennemi, entre guillemets, est un peu en phase d'affaiblissement, le Vlaams Belang remonte. Au Danemark, donc ça s'effondre. Dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne, on n'en a pas parlé, donc il y a l'AfD. L'AfD, c'est un parti qui est issu de la CDU. D'abord, c'était sur une anti-euro, maintenant c'est plus sur une identitaire. Le fondateur, qui lui était anti-euro, a créé Alpha, qui est un groupuscule, donc c'est terminé. Et cette AfD n'arrête pas de changer de leader en permanence. Donc il n'arrive pas à trouver un leader stable, et ça se bagarre de tous les côtés. Alors le leader officiel, c'est une certaine Alice Weidel, dont la caractéristique principale était une lesbienne mariée à une Sri Lankaise, ce qui en matière identitaire est un peu particulier. De toute façon, elle n'est pas plus leader que les autres. Il y a des conflits, il y a un certain Alexander Gauland, qui lui est plus droitier, et puis il y avait une aile encore plus droitière, qu'on appelait l'aile d'ailleurs, hein, en allemand, et cette aile est surveillée par les services gouvernementaux de lutte contre l'extrême droite. Ce qui fait que la dite aile a été écartée par l'AfD, ce qui n'a pas fait progresser ce parti, au contraire. Et donc, c'est un parti qui aujourd'hui est entre 9 et 11% des voix dans les sondages. Il baisse quand même par rapport à ce qu'il a pu être, donc sa phase n'est plus ascendante. Et ces multiples crises expliquent largement pourquoi il n'arrive pas à mordre davantage. Après, la CDU est en train de baisser, et c'est anormal que la CDU qui baisse, ça ne profite pas à l'AfD. Ben, ça profite malheureusement aux Verts. Pourquoi? Parce que la CDU est tellement partie vers la gauche qu'aujourd'hui, les électeurs de droite sont perdus. Et donc finalement, les thématiques écologistes débiles, parce qu'en réalité l'écologie allemande c'est n'importe quoi, c'est-à-dire fermer les centrales nucléaires alors que les centrales nucléaires sont ce qui est le mieux en matière d'écologie, c'est le paradoxe des faux verts, parce que tout ça c'est quoi? Pourquoi est-ce que les écologistes de gauche, je dis de gauche parce que d'une certaine manière ils le sont tous, sont si anti-nucléaires? Parce qu'ils associent le nucléaire civil au nucléaire militaire. Donc pour eux, nucléaire égale bombe atomique. Point. Et bombe atomique égale guerre, égale haine, égale fascisme. Tout simplement. Il n'y a rien de rationnel d'ailleurs dans l'antinucléaire en fait. Évidemment il y a des risques nucléaires, mais il y a des risques centrales à charbon dégueulasses qui polluent l'air et qui font par exemple que la France se prend des nuages sur Paris qui viennent d'Allemagne parce que les Allemands quand ils utilisent leurs centrales à charbon, ça pollue. Donc vous voyez que de toute façon, en plus de faire de l'écologie nationale, s'il y a bien un domaine où tout est interdépendant, c'est l'écologie. L'écologie, on ne peut pas faire son petit précaré en disant moi je fais ça chez moi. Mais vous verrez par exemple, si on prend le cas de la Covid, que c'est exactement ça. Vous entendez encore des gens, à propos de cette crise donc, pandémique, expliquer que c'est la faute de l'Union européenne. Il y en a encore qui vous le disent. L'Union européenne, effectivement, n'aurait pas bien géré l'achat collectif des vaccins. Bon, d'abord, cet achat collectif des vaccins, qui l'a voulu? C'est bien les chefs d'État et de gouvernement, rien ne les obligeait. Chaque pays aurait pu tout à fait librement acheter de son côté. Bon. Mais indépendamment, qui gère la crise de la Covid? Est-ce que vous avez l'impression que c'est l'Union européenne qui dicte sa loi?
pourquoi dans ce cas-là, chaque pays fait ce qu'il veut? Regardez la politique française. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est l'Union européenne qui oblige le gouvernement français à faire une attestation ridicule de sortie qui finalement, quelques heures après être mise en ligne, est annulée par le même gouvernement? Est-ce que vous pensez que c'est l'Union européenne qui est derrière? C'est facile de dénoncer la technocratie européenne. Elle est très critiquable, évidemment. Mais la technocratie européenne ne sera jamais aussi médiocre que la technocratie française. Et en plus, la technocratie européenne, finalement, elle touche des domaines qui ne sont pas vitaux. Parce que, en réalité, contrairement à ce que disent beaucoup, la souveraineté des États est quasiment totale. Et vous voyez bien que toutes les lois qui sont prises en France dans l'affaire de la Covid-19, comme des autres domaines, ne viennent que de Paris. C'est Paris qui a la main. Donc on ne nous dise pas, oui, regardez, ils sont soumis à Bruxelles. Où sont-ils soumis à Bruxelles? Voilà, c'est simplement qu'on a des médiocres à la tête des pays d'Europe occidentale, que ce soit Merkel, que ce soit Macron ou les autres. Alors maintenant, on va parler des élections présidentielles françaises de 2022. On va dire pourquoi revenir toujours sur ce sujet. Ben, d'abord parce que tous les médias, à part le cas de la Covid, parlent de ça. Et ils en parlent pourquoi? Parce que depuis un certain nombre de semaines, eh bien, Marine Le Pen est présentée comme une alternative sérieuse à Emmanuel Macron. Comment ça? Par rapport à des sondages. Il y a des sondages qui ont mis Marine Le Pen à 47, voire même à 48% des voix, en hypothèse de second tour. Ça reste une défaite. Mais on n'est pas à 40 ou 34% comme elle avait fait en 2017. Et comme une sorte de complot, presque, toute la classe politique et tous les médias vous expliquent maintenant que Marine Le Pen a beaucoup progressé, qu'elle est présidentiable et qu'elle peut demain arriver au pouvoir. Tous les médias vous le disent. Un sondage, par exemple, la met gagnant face à Anne Hidalgo. Bon, Anne Hidalgo ne sera jamais au second tour. Mais commence à faire habituer l'idée qu'elle peut gagner. Alors, tout ça, c'est pas innocent. La question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'ils croient vraiment ce qu'ils disent? Ou est-ce qu'ils jouent un jeu? Alors, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que de toute façon, l'appétit vient en mangeant. À partir du moment où les sondages mettent Marine Le Pen en position de pouvoir gagner, ou en tout cas de ne pas être humiliée, eh bien, le jeu médiatique joue. De toute façon, vous avez remarqué que les médias aiment bien se faire peur. Ça crée de l'enjeu, ça crée de la tension. Si tu as une élection où les gens ne veulent pas du second tour, Macron, Marine Le Pen, 70% des gens disent on n'en veut pas. Donc il faut crédibiliser ce second tour, puisqu'on s'apprête à l'avoir. Bon. Donc il faut que dans l'esprit des gens, ça soit inévitable. Ça permet d'éliminer du jeu la droite et d'éliminer du jeu la gauche. Emmanuel Macron a très bien compris qu'il est très impopulaire en réalité. Et il sait que s'il est face à un candidat de gauche ou de droite, eh bien il sera battu. Parce qu'il y aura un vote anti-système. Voilà, on voudra virer le président sortant, tout simplement. Donc si Xavier Bertrand est au second tour, bah, Xavier Bertrand sera président. Au drame, si Anne Hidalgo est au second tour, elle-même pourrait gagner. J'imagine la catastrophe quand on voit ce qu'elle a fait à Paris. D'une certaine manière, on se dirait, vous avez voulu virer Macron, vous avez encore pire. Parce que le drame de la France d'aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que vous avez un président qui succède à un autre président, il est pire que le précédent. Donc, quand on voit Macron, on se dit, si c'est pire derrière, je ne vous dis pas. Ben, écoutez, Hidalgo, allez-y, mettez-la présidente, vous allez rigoler. Bon, heureusement, cette hypothèse a quasiment aucune chance d'exister. Et de toute façon, pourquoi? Parce que Macron crée l'enjeu. Que font les pro-Macron aujourd'hui? Eh bien, ils mobilisent sur quoi? Ils mobilisent autour de lui. Donc l'argument est de dire, Marine Le Pen peut gagner, peut être au second tour, il faut soutenir le président sortant dès maintenant. Ça ne sert à rien de voter Bertrand, de voter Hidalgo, de voter ailleurs. De toute façon, vous risquez de fragiliser le président sortant face à Marine Le Pen. Alors, le pire, c'est que ses adversaires de Macron jouent son jeu bêtement. Quand la droite ou la gauche excite contre le menace Le Pen, ils font le jeu de Macron. Alors évidemment, Bertrand pourrait dire « je suis un meilleur adversaire de Marine Le Pen que Macron ». Certains sondages, le dernier de Marianne, y encourage. Il ferait 57% des voix contre 43% pour Marine Le Pen si Bertrand était second tour. Mais là aussi, c'est théorique. Mais plus tout le monde attise la menace Le Pen, plus en réalité, Macron apparaît comme le rempart. Même si les sondages sont moins favorables que Bertrand. Le rempart, Macron. Alors, Macron a tout intérêt à faire cela. Évidemment, on pourrait me dire, il peut jouer au gamin qui crie au loup et puis à un moment donné se faire bouffer par le loup. Effectivement, il est tout à fait possible que Macron, à l'arrivée, fasse gagner Marine Le Pen. Mais vous verrez que la victoire de Marine Le Pen ne serait qu'une victoire à la Pyrrhus, et qu'en réalité serait beaucoup plus catastrophique que les gens l'imaginent. Donc, dans ce contexte-là, que peut-on dire?
Eh bien, on va parler justement de Marine Le Pen. Et on va expliquer pourquoi Marine Le Pen fait tout pour perdre, et que même si elle fait tout pour perdre, elle pourrait quand même gagner. Et vous allez voir ce que ça implique. Alors, j'ai beaucoup attaqué Marine Le Pen, je vais continuer de le faire. Pourquoi? On me dit, mais tu attaques plus Marine Le Pen que Macron, finalement, tu soutiens Macron implicitement. Je vais dire pourquoi, évidemment, il n'en est rien. L'idée générale, c'est qu'il y a deux formes d'ennemis. Il y a l'ennemi pur et dur, celui que tu as en face de toi, et tu as le faux ami. On dit souvent que dans son pistolet, on doit avoir 2 balles, une balle pour l'ennemi et une balle pour le traître. Parfois une troisième pour soi-même quand tout est perdu. Bon. Et effectivement, qu'est-ce qui est pire? Est-ce que Macron, qui joue franc jeu finalement, est notre pire ennemi, sachant qu'il ne trompe personne? Vous n'avez qu'à l'écouter, vous n'avez qu'à voir sa politique, vous avez très bien compris pour qui il roule. Bon. Donc il ne trompe pas. Mais Marine Le Pen, elle, fait croire qu'elle est autre chose que ce qu'elle est. Et donc, d'une certaine manière, entre celui qui cache son jeu et celui qui joue franc jeu, je préfère attaquer celui qui cache son jeu, parce que celui qui cache son jeu fait le jeu de celui qui ne le cache pas, en réalité. Alors, je ne vais pas faire un historique du Front National, Rassemblement National, depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui, pour expliquer à quel point on a été abusé par ce parti, bien avant que Marine Le Pen soit la présidente. J'estime effectivement que Jean-Marie Le Pen, à partir du détail de 87, a compris qu'il n'arriverait pas au pouvoir, et donc son parti, d'un objet politique qui était là pour le faire arriver au pouvoir, devient une rente politique, une rente financière fructueuse d'ailleurs, et sans avoir les conséquences d'être au pouvoir. On se souvient de la réaction de Jean-Marie Le Pen au second tour des présidentielles de 2002, où il ne s'attendait pas du tout à être au second tour, il était déjà prêt à faire ses valises pour aller en vacances, et qui se retrouve contraint, malgré lui, d'affronter un second tour pour lequel il n'est absolument pas prêt. Il fait d'ailleurs tout pour qu'il n'y ait pas de débat, et qui montre à ce moment-là qu'il n'avait jamais voulu le pouvoir réellement. Donc, malgré tout, il est quand même allé en 2007 au présidentiel, Sarkozy l'a ringardisé, et c'était terminé. Et il a ensuite tout fait pour que Marine Le Pen lui succède. Il aurait mis une autre Le Pen à la place si ça l'avait pu, mais Marie-Caroline, ayant pris le parti de Maigret en 1998, elle était écartée du jeu. Bon. Donc Marion a été mise en avant, de par pur népotisme. Elle n'avait pas les compétences, elle n'avait pas la légitimité, mais de toute façon, Jean-Marie Le Pen a éliminé tous les éléments bloquants. Pour présenter un Gollnisch affaibli, que son propre dirigeant lâchait en disant de toute façon qu'un dauphin s'était fait pour s'échouer. Et donc, en fait, Gollnisch était un sparring partner. La preuve en est que tous les partisans de Gollnisch ont été expulsés du Front National à l'époque, sauf lui. Lui a survécu. Une sorte de caution historique, pas dangereuse, que Marine Le Pen a gardée par une sorte de hocher pour plaire à quelques vestiges de l'ancien militantisme. Les partisans de Jean-Marie Le Pen étaient de deux catégories, ceux qui n'étaient pas partis avec Maigret évidemment, les courtisans et les courtisans historiques, on va dire. Je fais une distinction. Courtisans historiques, c'est des gens qui étaient associés à la personne de Jean-Marie Le Pen à un tel point qu'ils ne pouvaient pas supporter un parti qui ne serait pas dirigé par lui. Ces gens-là ont fini au Parti de la France de Thomas Joly et de Karl Lang, c'est-à-dire en fait tous les vestiges du vieux front ont atterri, avec Hollande et tous les autres, au PDF. Le PDF, tout simplement, c'est lorsque vous allez sur votre ordinateur, vous allez sur le site du Front National des années 80, si vous avez un historique, vous faites une impression PDF, et ça vous donne le programme du PDF, tout simplement. Voilà. Comme ça, vous avez un beau fichier sur votre ordinateur, c'est exactement ça. En fait, c'est le Front National des années 80. Voilà. Génial. C'est vraiment ce qu'il nous faut. Je les taquine, mais à la rigueur, au moins, ils ont quitté le parti par conviction, peu importe leur conviction. Alors, les deuxièmes formes de courtisans, c'était des courtisans, évidemment, Jean-Marie Le Pen, mais qui, eux, étaient capables d'être courtisans de tout le monde. Voilà, vous avez des courtisans spécifiques, ils étaient tellement programmés pour lécher le cul de Jean-Marie Le Pen qu'ils ne savaient lécher aucun autre cul. Mais vous avez ceux qui étaient simplement programmés pour lécher des culs, quels qu'ils soient. Alors, ceux-là ont survécu. Et ceux-là sont toujours présents autour de Marine Le Pen. Il fallait rendre ça injuste, par exemple, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Voilà. Alors ces gens-là sont des lèche-culs professionnels, c'est une compétence qui doit être reconnue et sans doute diplômée d'ailleurs. Hein, il y a un terme grec d'ailleurs pour désigner le fait de lécher des culs, mais je vous l'épargnerai. Ça existe, voilà, il y a une terminologie qu'on peut utiliser. Bon. Et donc, bah, ils ont survécu à tout. Ils sont indéboulonnables. Maintenant, ils sont quand même mis en concurrence avec des nouvelles formes de courtisans. Alors ces courtisans en nouvelle version, d'abord ils ont des orientations un peu spéciales, qu'on retrouve d'ailleurs aussi à Debout la France, qu'on a trouvé jadis au PS, et souvent qu'on retrouve au ministère de la Culture. Souvent le ministre de la Culture partage un petit peu les mêmes orientations que ces nouveaux courtisans du Rassemblement National.
vous comprendrez assez vite de quoi je parle. Vous pouvez aussi taper Asselineau et regarder le dernier scandale, vous comprendrez aussi de quoi je parle. Hein. Voilà, vous avez bien compris que l'orientation de ces nouveaux courtisans était un peu particulière, et disons dans un parti dirigé par un homme un petit peu, comment dire, viril, ils auraient tous pris congé, entre guillemets, ou en tout cas ils auraient été conduits à dégager un coup de pompe dans le cul. Voilà, pour dire un peu les choses clairement. Et donc ces courtisans, alors certains venaient du MNR de Maigret, ça n'a pas été les meilleurs éléments, hein, évidemment, c'est pas eux qui ont permis à Maigret de réussir, mais c'est plutôt eux qui ont permis à Maigret de se vautrer. Hein. Bon, disons les choses clairement. Et donc vous avez plein d'ex-MNR qui sont allés voir Marine Le Pen, ils sont allés à Canossa, ils sont allés se faire pardonner leur trahison de 98. Et ce sont les plus proches conseillers de Marine. Voilà. Il y a quelques vestiges soraloïdes aussi qui ont survécu aux dernières purges. On se souvient que Rachline, par exemple, a été assez proche du courant soralien à l'origine, ou encore on peut rappeler que le jeune homme là, qui est mis en avant aujourd'hui, Arnaud Bardella, c'est Jordan et pas Arnaud d'ailleurs, Jordan Bardella avait été animateur de banlieue patriote, courant philippotiste, pro-halogène, bien connu. Bon. Alors aujourd'hui, quelle est la situation du RN? Donc il y a les courtisans orientés, on va dire, et puis il y a le clan familial. Alors le clan familial évolue, évidemment. Il ne peut pas être à l'identique. Le clan familial de Jean-Marie Le Pen, c'était Jean-Marie Le Pen lui-même, son épouse Jeannie, ses deux filles, Yann et Marine, Marie-Caroline ayant été rejetée, ainsi que son mari Philippe Olivier, qui d'ailleurs était interdit de présence au FN du temps de la présidence de Jean-Marie Le Pen, même quand ce dernier était devenu conseiller occulte de Marine Le Pen. Il fallait qu'il ne voie pas son beau-père, entre guillemets. Voilà. Et donc, le clan familial Le Pen, c'était ses deux filles et tout le reste. Bon. Avec Marine Le Pen, le clan familial a changé. Jean-Marie Le Pen a été écarté, il virait même de son propre parti. Sa relation avec Marine Le Pen est toujours ambiguë. Et désormais, Yann Le Pen est en train de perdre son emploi au sein du Rassemblement national parce que Marine Le Pen est orientée par les courtisans contre Marion. Marion Maréchal devient la sorte de bête noire de Marine, la menace, un peu comme dans La Belle Blanche-Neige, par exemple. Est-ce que je suis la plus belle dans le miroir? Le miroir répond « Non, regarde, il y a Marion Maréchal ». Alors évidemment, il faut détruire Marion Maréchal. Bon. Moi, je n'ai rien contre Marion Maréchal, j'espère simplement qu'elle ne fasse pas de politique. Mais en tout cas, même si elle n'en fait pas, sa tante fait tout pour l'empêcher. Bon. Alors, par contre, Philippe Olivier et donc Marie-Caroline sont revenus autour de Marine Le Pen, et par ailleurs, on me dit que Jordan Bardella est désormais, et c'est même dit dans Wikipédia, voilà, c'est largement admis qu'il est devenu le compagnon d'une nièce de Marine Le Pen. Or, est-ce que le fait que Bardella soit numéro 2 officiel ou officieux du parti tient au fait qu'il soit avec la nièce de Marine Le Pen? Ben, quand on connaît le Front National devenu Rassemblement National, on va dire que oui. On se souvient de l'ascension, par exemple, extraordinaire de Samuel Maréchal auprès de Jean-Marie Le Pen, qui imitant De Grelle, expliquait que s'il avait dû avoir un fils, ça aurait été lui, etc. Et Maréchal, du jour au lendemain, est devenu d'une sorte de gendre prometteur, à moins que rien, du seul fait de s'être séparé d'une des filles de Le Pen. Le jour où il a été séparé de la deuxième fille de Le Pen, il n'a plus rien été. Et finalement, il est allé en Afrique, un peu partout. Voilà, il a tout perdu. Donc c'est vraiment le fait du prince, on peut dire. Bardella aujourd'hui serait soumis à Marine Le Pen, il ne menace pas Marine Le Pen, donc il est mis en avant. Ça permet toujours de rajeunir un petit peu le parti. Alors regardez aujourd'hui qui passe à la télévision. Vous aviez Messia, caution diversitaire du Rassemblement National, avant qu'il claque la porte, et continue quand même de hanter les plateaux alors qu'il ne représente rien. Parce que le collectif Apollon, il y a quoi là-dedans? Personne. D'ailleurs, il aurait dû l'appeler le collectif Horus, mais ça, soit dit en passant. Et donc, en conséquence de quoi, il y a qui? Vous avez Bardella, vous avez quelques jeunes nouvelles têtes qui ne sont pas déplaisantes, vous avez également Sébastien Chenu, qui est très présent aujourd'hui, un ex de l'UMP. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a tendance à mettre beaucoup en avant les recrues extérieures au parti, c'est-à-dire par exemple Hervé Juvin, c'est-à-dire Mariani, issu des LR, ou encore Garot, là dans le sud-ouest. Donc elle préfère valoriser, toujours dans la recherche de respectabilité, des profils consensuels, c'est-à-dire des profils de droite classique ou des énarques. Elle a d'ailleurs une obsession pour les énarques. On l'a vu avec Philippot, on l'a vu avec Messia.
mais elle n'arrive pas à les garder. Et en conséquence de quoi, Bombardella, on peut penser effectivement que son ascension est purement artificielle et que s'il devenait gênant, eh bien, il serait écarté, comme Nicolas B est actuellement aujourd'hui écarté de plus en plus. Voilà. Nicolas B est encore trop identitaire aux yeux de Marine Le Pen, trop mariono-compatible, et les mariono-compatibles, ça c'est insupportable. Hein, voilà. Il vaut mieux mettre des gens ouverts sur les questions de mœurs. Marine Le Pen a une haine des religions absolument hallucinante, sauf d'une en particulier, et donc elle n'aime pas le catholicisme, elle considère que les païens sont des adorateurs de la forêt et nus comme un ver, donc elle ne connaît rien de toute façon, et par contre elle considère que l'islam est une religion compatible avec la République. Voilà. Bon. C'est ce qu'elle a déclaré en tout cas récemment. On pourrait discuter de ce sujet-là, parce je dirais que la question ne se poserait pas de la même façon si on parlait des Balkans ou du Caucase. Mais dans le cas de la France, c'est quand même une religion qui vient par les flux migratoires post-coloniaux. On ne parle pas d'une occupation ottomane de 7 siècles qui aurait créé une part importante de la population française qui aurait choisi cette religion ou aurait été convertie de force. Ce n'est pas le cas, évidemment. Alors, je suis parfois un peu découragé par l'absence de réaction de gens qui envisagent sérieusement de voter pour elle. Julien Audoul, qui est le candidat du Rassemblement national aux élections régionales pour la région Bourgogne-Franche-Comté, a tenu le propos suivant sur Twitter hier. Il faut, je cite, apprendre à Bakary et à Amina que leurs ancêtres sont aussi Brennus et Vercingétorix, et qu'ils sont les descendants symboliques d'un grand peuple. On enseignait aux petits Maliens, nos ancêtres les Gaulois du temps de la coloniale. On veut enseigner aux petits Maliens du 9-3, nos ancêtres les Gaulois. Ça a marché en Afrique? Non, évidemment. Pourquoi ça marcherait ici? Et donc, assimilation. L'assimilation, ça veut dire rendre semblable quelqu'un qui diverge. Mais déjà leur prénom. Apprendre à Bakary et Amina. C'est-à-dire que ce sont des gens qui portent leur identité. Et je vais dire, il faut inverser complètement la logique des choses. Il faut penser exactement à l'envers de ce que fait le Rassemblement national aujourd'hui, qui n'est en fait que nous reproposer la pseudo-assimilation républicaine de la gauche d'il y a 20 ou 30 ans. Ça n'a pas marché il y a 20 ou 30 ans, ça ne marchera pas plus avec le RN au pouvoir. Cette idée qu'il faudrait devenir autre chose que ce qu'on est. Et c'est pour ça que j'ai parlé du transmorphisme et de tout ça. Les gens qui veulent être autre chose que ce qu'ils sont, eh bien ça ne marche pas. La nature est plus forte, la réalité est plus forte que la fiction. On peut utiliser toutes les technologies du futur, ça ne changera rien à la réalité. La réalité est biologique, la réalité est identitaire. Donc, là-dessus, il faut au contraire inviter les gens à assumer leur identité. Devenez ce que vous êtes, disait Nietzsche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'être autre chose que ce que l'on est, mais il faut être fier de ce que l'on est. Il faut être fier de son ascendance. Si on est d'ascendance africaine, il n'y a pas de raison d'en avoir honte. Il n'y a pas de raison de vouloir mettre ça sous le tapis. Au contraire. Seulement, ça implique quelque chose que je dis là. C'est que si toutes les personnes sur Terre assument leur identité, ils ne peuvent pas les assumer tous au même endroit. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que quand on est fier d'être africain, ben, la première fierté d'être africain, c'est d'être en Afrique. Donc il ne faut pas enseigner à ces gens qui sont victimes, on va dire, d'une forme de traite néocoloniale qu'est l'immigration. Il ne faut pas leur dire qu'il faut qu'ils fassent l'effort d'être autre chose. Il faut dire, prenez acte de qui vous êtes. Qu'est-ce que cela implique derrière? Ça implique un phénomène remigratoire. Pas une expulsion de qui que ce soit. Simplement que quelqu'un qui est conscient de qui il est, sait ce que cela implique, et va défendre son identité là où elle a du sens. Non pas dans une identité de revanche. Regardez le discours des indigénistes en France. C'est un discours revanchard. Vous êtes venus chez vous, maintenant on fait exprès de venir chez vous. Vous voyez, ils ne sont pas dans une sainte identité, dans une saine identité. Ils sont dans une revanche, donc ils ne sont pas bien dans leur peau. Celui qui connaît son identité, qui est fier de ses ancêtres, fier de son ascendance, est bien dans sa peau. Il n'a pas envie de donner des leçons au monde entier. Il n'a pas envie de se mettre en spectacle victimaire. Au contraire, il est fier. Donc il n'est pas victimaire. C'est ça qu'il faut enseigner. Il ne faut pas leur enseigner nos ancêtres les Gaulois. Il faut leur enseigner vos ancêtres. Tout simplement. Et vos ancêtres ne sont pas les nôtres. Ils sont respectables comme les nôtres. Il n'y a pas de hiérarchie de la valeur des êtres humains. Ce sont des gens responsables. Respectables. Soyez fiers de vos ancêtres plutôt que de les cacher. Mais soyez fiers de vos ancêtres, ça veut dire aussi penser qu'eux n'ont pas voulu la colonisation. Ils se sont battus pour que leur nation soit libre, et vous êtes chez le colonisateur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas?
Au contraire, prouvez aux Européens qu'ils n'avaient pas besoin de vous coloniser. Prouvez-leur que c'était une faute de leur part, que vous étiez capable vous-même d'être ce que vous êtes. Montrez aux Européens que les Européens n'ont pas de leçon à vous donner. Prouvez-le, au lieu de donner des gages en réalité. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, finalement, ces pays ont toujours besoin de l'Européen. Regardez le gouvernement français qui vient d'augmenter l'aide à l'Afrique. Vous n'en avez pas marre d'être assisté? Vous n'en avez pas marre que votre budget soit toujours, en équilibre parce qu'il y a de l'argent qui vient d'ailleurs? Qui vient de l'ancienne puissance coloniale? Moi, je pense que j'aurais honte si j'étais vous dans ce cas-là. Soyez fiers d'être africains, nous, on est fiers d'être européens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Européens qui ont honte. Et ces Européens qui ont honte d'eux-mêmes travaillent avec vous parce que vous avez aussi honte de vous-même. Voilà la réalité. Un peuple européen fier, c'est un peuple africain fier. C'est tout simplement. Donc Marine Le Pen est en train de proposer, ce qui n'a jamais marché et ce qui ne marchera jamais. C'est toujours le même discours. Alors on va aller à l'essentiel maintenant sur Marine Le Pen. Quelle est la stratégie de Marine Le Pen et pourquoi finalement voter pour elle, c'est cautionner le pire? Marine Le Pen a été lamentable en 2017 au second tour des élections dans un débat complètement raté. Donc elle est obligée de changer de stratégie. Elle avait besoin d'un fusible, d'un bouc émissaire, c'était Philippot. Philippot aurait fait un meilleur débat qu'elle. Mais c'est lui qui prend la tangente, c'est lui qui est le bouc émissaire de l'échec de Marine Le Pen. Donc, une fois que Philippot est parti, il faut une nouvelle stratégie. On est comme dans la communication, on est dans la stratégie de com. Quelle nouvelle com peut-on mettre maintenant qu'on s'est vautré? Et donc, le nouveau slogan, c'est la normalisation, la présidentialisation. Ça consiste en quoi? Supprimer toutes les aspérités idéologiques, tout ce qui a du relief, tout ce qui clive. Parce qu'il faut faire 50% des voix et un petit peu plus. Et donc, tout le discours identitaire est mis à la poubelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour Marine Le Pen être présidentiable? Ça veut dire accepter tout ce que prône le système. Aujourd'hui, elle n'est plus contre l'euro, ni contre l'Union européenne. Elle dit qu'il faut réformer l'Union européenne. Bon. Donc on est dans un discours consensuel. Je ne suis pas contre le fait qu'il faille être dans cette optique-là. J'ai toujours dit que le RN avait tort d'être europhobe. Mais elle est europhile pour de mauvaises raisons. C'est purement de l'opportunisme politique. Et ça se voit en plus. Alors, sur les questions d'identité, pas question de remigration. Quand je lis tous ces gens qui fantasment, oui, avec Marine Le Pen, l'immigration va s'arrêter. Non, pas du tout. C'est faux, parce qu'elle est en train de donner des gages. Quand vous donnez des gages, vous êtes une otage de ce que vous dites. Quand on dit quelque chose, on en est tributaire. C'est pas, alors que vous n'êtes pas au pouvoir, que vous commencez à baisser votre pantalon, que subitement au pouvoir, vous allez commencer à le relever. Ça n'existe pas, ça. Je vais vous dire, et j'en parlerai à la fin, de ce que pourrait donner une présidence Marine Le Pen, parce que allons au bout de l'équation. Donc Marine Le Pen, elle explique que l'islam est compatible avec la République, elle vante la francophonie en Afrique, force de puissance, etc., comme le système en place, hein, comme Macron, comme les autres. Donc je suis à peu près certain qu'elle serait présidente, elle commencerait par faire un voyage en Afrique. Ça ne s'invente pas, mais je suis à peu près convaincu. Elle avait quand même réussi à parler à Poutine du problème du drame de l'Afrique. Hein. Donc vous voyez Marine Le Pen certainement aller encourager les soldats français au Mali. Bon, je parie ça comme premier acte de politique visite à l'étranger de Marine Le Pen. Je vous ouvre le pari que ce serait ça. C'est vraiment très différent. Donc tout ce qui était différent, tout ce qui faisait la force un petit peu, l'originalité de ce parti, disparaît. C'est-à-dire qu'on accepte tout. Alors maintenant, il faut rembourser la dette. Cela dit, c'est pas intelligent de dire qu'on va annuler la dette. Parce qu'en fait, c'est une dette, comment dire, vis-à-vis de soi-même, en réalité, en grande partie. Donc vous rassurez pas du tout les gens en disant on va annuler une dette. Celui qui dit ça, voilà. On sait très bien que cette dette, personne ne la remboursera jamais. C'est une dette économique théorique. Mais dire qu'on l'annule, c'est catastrophique. Économiquement, c'est pas tenable. Vous perdez tout crédit. Donc ça, là-dessus, tant mieux qu'elle le comprenne. Mais, sur les thématiques essentielles, elle ne comprend rien. La nationalité française est polluée, c'est pas grave, elle ne reviendra pas dessus. La nationalité française ne veut rien, ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire ce qu'a dit Odoul, il faut l'assimilation, donc il faut aider ces gens à... etc. Donc on va mettre de l'argent, parce qu'au départ, le résultat c'est toujours le même. Il faut plus d'argent pour la banlieue. C'est ça qui va être la réponse qu'elle va donner. Il faut les aider à devenir français. Donc ça ne servira à rien, mais on va augmenter le pognon. Et le réel sera toujours en contradiction avec cela. L'autorité de l'État, ça ne se décrète pas. Elle dit par exemple qu'elle prendra des mesures pour qu'il y ait tolérance zéro, etc. Elle ne décide pas de la justice en France. Je vous rappelle qu'il y a la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, la justice est indépendante du pouvoir politique. Comment on peut demander aux juges de réprimer davantage? On peut changer les lois, mais ça n'empêchera pas l'applicabilité.
Donc, il y a une vraie question. Faut-il que la justice soit indépendante? Moi, je pense que la justice ne doit pas être indépendante, tout simplement. Je pense qu'elle doit être élue par les citoyens. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que le pouvoir politique contrôle la justice, mais il faut que les citoyens en démocratie contrôlent la justice. Donc, élection de procureur, comme aux États-Unis. Et je peux vous garantir que ça sera très simple. Si un procureur est laxiste, si la racaille elle sort de prison tout de suite ou qu'elle arrive au tribunal et qu'elle est relaxée, eh bien le mec ne sera pas réélu la prochaine fois. Élection des procureurs. Comme ça, les procureurs laxistes, dehors, et les juges laxistes, dehors. Les juges laxistes ne seront pas pris par le procureur. Le procureur, il choisira des juges moins laxistes. C'est comme ça qu'on peut obtenir une justice plus dure. Mais c'est pas en la décrétant. Le problème aujourd'hui n'est pas l'existence de lois. Les lois actuelles existent. Vous n'avez pas le droit de tuer votre prochain. Normalement, vous devez faire des années de prison si vous le faites. Mais après, le juge peut être plus ou moins compréhensif. Ah oui, mais c'est une victime, etc. Il y a un discours victimaire aussi. Si vous êtes issu d'une minorité, vous êtes moins coupable que si vous n'êtes pas issu d'une minorité. On sait très bien qu'un notaire ou un avocat, quelqu'un de renom qui commet un crime abominable, sera plus sanctionné qu'une racaille de banlieue. Et pourquoi? Parce qu'on pourra dire que la racaille a plein d'excuses. Elle sera, oui, elle n'a pas connu son père, machin. Il y a plein de raisons. Et résultat, vous avez des gens qui commettent des abominations et qui sortent très vite. Grâce à des juges. Comment Marine Le Pen peut empêcher ça? Qu'est-ce qu'elle pourra faire pour empêcher ça? Elle ne pourra rien faire. Et tous les exemples sont comme ça. Toute politique qu'on veut mener au cadre national, de toute façon, est une impasse. Alors, évidemment, Marine Le Pen propose, par exemple, une grosse faute. Là, il y a un article de Polémia que j'ai lu ce matin, très intéressant là-dessus. Marine Le Pen propose, si elle est au pouvoir, de mettre en place une union nationale. C'est quoi l'union nationale? En fait, c'est pas compliqué. Vous ne voulez pas des gens de gauche et de droite, vous voulez voter Marine Le Pen pour ne plus les avoir au pouvoir. Et Marine Le Pen est présidente et elle les remet dans un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire qu'elle met ses ennemis en place, au détriment de ses soutiens. Vous vouliez plus des mecs de gauche ou de droite qui pourrissent? Mais Marine Le Pen a indiqué qu'elle proposerait par exemple à Montebourg d'être ministre. Il n'accepterait pas, mais rendez compte la connerie? Montebourg, Marion Maréchal, le grand mélange de n'importe quoi. On ne vote pas pour un parti politique pour qu'il mette ses adversaires au pouvoir, mais c'est ce qu'elle fera. Pas parce qu'elle fera cette union nationale si elle était élue, mais parce que cette union nationale se fera, sans elle ou contre elle. Et on verra cela derrière. Donc vous voyez, regardez le drame intellectuel de tout cela. Et alors après, ce qui m'énerve, moi, c'est les adeptes du crypto-programme, de l'agenda caché. Pour ses électeurs, pour ses militants, pour ses sympathisants, Marine Le Pen, en fait, c'est Hitler. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. C'est que vous avez le système qui diabolise et nazifie l'extrême droite. Mais pour les électeurs d'extrême droite, Marine Le Pen est une formidable stratège, une formidable hypocrite. En fait, c'est Hitler avant d'arriver au pouvoir. Donc elle a tout planifié, elle va tenir un discours très mou, mais en fait elle est très dure derrière. C'est l'agenda caché, comme les islamistes, la takia. Il y a une takia Marine Le Pen. Donc un jour, Marine Le Pen, on la verra faire un porno interracial, et il y a des électeurs qui vont me dire oui, mais elle est obligée. Ouais, mais c'est stratégique, tu sais. Hein. Ouais, elle a un plan derrière. Alors, j'ai appris par un ami récemment, et c'est quelque chose que je savais, qui est un ancien militant du FN, la stratégie dialectique pour les militants. Donc vous êtes responsable du FN, ou du RN maintenant, et vous allez expliquer à vos militants ce qu'est Marine Le Pen. Alors vous avez deux types de militants. Vous avez les militants de la droite classique qui ont peur que Marine Le Pen soit trop facho. Alors à ces militants-là, vous leur dites, vous inquiétez pas, Marine Le Pen, elle a écarté les extrémistes, etc. Et puis voilà l'extrême droite un peu plus dure, qui existe encore malgré tout. Et alors on leur dit, vous savez, Marine, elle pense comme vous en privé. Hein. Elle est dure. Voilà. Alors moi je pense que Marine Le Pen en privé n'est ni dure ni molle, elle s'occupe de ses chats. Voilà. Mais vous voyez comment on manipule les gens. Il y a Marine Le Pen pour tous. En fait, c'est le en même temps de Macron, inventé avant. Marine Le Pen a inventé le... Vous êtes des skinheads néo-nazis, on vous soutient. Vous êtes des noirs et dom-tom, on vous soutient. C'est ça le discours de Marine Le Pen en réalité. Alors, de plus en plus l'outre-mer et de moins en moins les néo-nazis, évidemment. Mais c'est ça le discours, le en même temps. En même temps, on va remigrer, en même temps, on va considérer que tous ces gens-là sont français. En même temps, on est socialiste, mais en même temps, on est libéraux, etc. etc. En même temps, on est anti-européen, mais on est en même temps européen. Le en même temps de Macron, Marine Le Pen ferait la même chose. Il n'est d'ailleurs pas du tout certain que Marine Le Pen présidente aurait agi différemment sur la crise de la Covid. Je pense qu'elle aurait été aussi nulle. Peut-être même pire. Alors, allons au bout de l'équation. Les gens me diront toujours, mais Marine Le Pen peut gagner. Et Macron, on n'en veut plus. Bon, on peut avancer comme ça. Bon,
Admettons que Marine Le Pen puisse réellement gagner. Admettons que les sondages ne soient pas biaisés volontairement pour servir le pouvoir. Admettons que tous les adversaires de Marine Le Pen qui annoncent qu'elle peut gagner sont sincères. Parce que quand vous avez vos ennemis qui disent que vous pouvez gagner, il faut se méfier. Quand vous avez des médias qui disent Marine Le Pen peut gagner, si j'étais Marine Le Pen, je me méfierais. Quand vos ennemis vous font trop de flatterie, c'est qu'il y a un loup. Alors admettons, allons au bout de l'équation. Imaginons effectivement que le rejet de Macron, la crise de la Covid, un contexte favorable, fasse que par miracle, Marine Le Pen fasse 50,2% des voix au présidentiel. Voilà. Personne s'y attend, elle gagne. Ça fait 30 ans quand même qu'on explique que le nom Le Pen, c'est le diable. Ça va laisser des traces quand même. Elle peut dire ce qu'elle veut. L'image, c'est l'extrême droite. Dans le monde entier, les médias internationaux vont dire l'extrême droite au pouvoir. Ils ne vont pas dire une Marine Le Pen consensuelle gagne. Non, ils vont dire l'extrême droite au pouvoir, la haine, etc. Donc Marine Le Pen, si elle est élue, elle va devoir immédiatement faire des courbettes. Immédiatement faire de l'antiracisme comme vous imaginez pas. Tout de suite pour rassurer la presse internationale, elle va faire... Et je pense qu'elle ira en banlieue. Et je pense qu'elle tiendra un discours à la Le Pen 2007, c'est-à-dire vous êtes des branches de l'arbre France et des conneries comme ça. Tout de suite, elle va devoir dire à quel point elle est conformiste. Elle l'a commencé, mais médiocrement. Dans sa dernière intervention en débat, je ne sais plus sur quelle chaîne, il y a quelques semaines, Marine Le Pen s'est prise les pieds dans le tapis de manière remarquable. Pour plusieurs raisons. D'abord, Marine Le Pen ne connaît pas le grec et le latin. Ce n'est pas une humaniste. Donc elle ne sait pas que xénophobe, ça veut dire qu'elle a peur de l'étranger. Donc Marine Le Pen voulait expliquer, j'ai traduit comme elle aurait dû le dire. Écoutez, monsieur Mazerolle, ou j'en sais rien qui c'était, je ne suis pas raciste, la preuve, je soutiens l'outre-mer et les gens d'outre-mer votent pour moi. Pour dire clairement, des gens qui sont de couleur peuvent voter pour Marine Le Pen, c'est bien la preuve que je ne suis pas raciste. Elle dit, je ne suis pas xénophobe. Immédiatement, interprétation. Effectivement, si elle dit des gens d'outre-mer qu'elle n'est pas xénophobe, c'est qu'elle considère que les gens d'outre-mer sont des étrangers, ne sont pas français. Pourquoi est-ce qu'ils sont considérés par Marine Le Pen comme étrangers et pas comme français? Parce qu'ils sont de couleur. Donc, Marine Le Pen vient de faire un aveu raciste, elle considère que les gens des dom-tom sont des étrangers. Évidemment que non, elle a dit une connerie, parce qu'elle n'a pas pensé au bon mot, et au lieu de dire je ne suis pas raciste, elle a dit je ne suis pas xénophobe, c'était pas le bon terme. Bon, ça montre la médiocrité quand même de la bonne femme, mais ça montre aussi que même le meilleur antiraciste peut se prendre les pieds dans le tapis. Moi je le dis sincèrement, je pense que Marine Le Pen n'est ni raciste ni racialiste, je pense qu'elle est conformiste et universaliste comme le reste de la classe politique. Donc je suis d'accord pour dire que, d'une certaine manière, elle est sincère. Elle est sincère dans sa connerie, mais elle est sincère. Bon. Alors, Marine Le Pen donc gagne l'élection présidentielle par miracle. Je vais vous dire ce qui va se passer. Donc d'abord, elle va commencer à essayer de, effectivement, trahir immédiatement. Immédiatement, elle va renier des pans entiers du programme identitaire ou de ce qu'il en reste du RN. Elle ira en banlieue acheter la paix civile, elle ira en Afrique montrer qu'elle aime bien les Africains, etc. Mais de toute façon, ça ne marchera pas, parce qu'elle ne gagnera pas les élections législatives. Et oui. Parce que, vous me direz, le président qui est élu, il gagne les législatives. Oui, ça a été le cas, mais ce n'est pas une règle absolue. C'était le cas de manière classique. Que se passe-t-il si Marine Le Pen gagne? Eh bien, elle aura une grande coalition contre elle. Un peu comme Orban dont j'ai parlé au début de l'émission. Donc, elle perdra les élections législatives. Parce que ces candidats ne sont pas implantés, n'ont pas travaillé les circonscriptions depuis des années, qui sont aussi chèvres pour beaucoup d'entre eux que les nouveaux députés d'En Marche. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle aura une coalition contre elle. Et donc, elle sera présidente. Elle perdra immédiatement les élections législatives derrière, et elle aura son union nationale contre elle, c'est-à-dire un grand rassemblement de la gauche et de la droite, encore pire que Macron, et qui aura un gouvernement à sa couleur. Donc elle aura un Premier ministre qui ne sera pas son choix, qui lui sera imposé par l'Assemblée. Deux cas de figure, soit elle démissionne, soit elle fait avec, elle fera avec. Et donc elle sera entravée pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, comme elle aura déçu tout le monde, elle se fera dégager aux élections suivantes. Voilà, si Marine Le Pen gagnait, ce que ça donnerait. Donc si Marine Le Pen gagne, je vous annonce, pas de remigration, évidemment, les amis. Rêvez pas. 1, elle ne le prône pas. 2, elle ne le pense pas. 3, elle ne pourra pas. Ensuite, attendez-vous à encore plus d'antiracisme que Macron. Elle a encore plus à se faire pardonner là-dessus. Donc elle sera obligée de faire de la surenchère. Les banlieues, elle mettra les milliards d'euros de vos impôts qu'il faut pour qu'elles restent tranquilles, les banlieues. Comme toujours. Et le pourrissement du pays va continuer. Et ça va continuer chez nos voisins, de toute façon. Comme je l'ai dit, la droite nationale en France est merdique, mais nos voisins ne sont pas beaucoup plus forts. Et de toute façon, même les meilleurs, s'ils restent dans le cadre national, ils sont coincés. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, en Espagne, en Italie, ou en Suède ou ailleurs, arriver au pouvoir et dire on va restaurer notre identité. Vous dites ça, vous avez une sanction économique mondiale contre vous. Tout le monde vous cible.
Donc le problème n'est pas seulement d'avoir le bon discours, ce qui n'est même pas leur cas. Le problème n'est même pas d'arriver au pouvoir, c'est d'arriver là où est le pouvoir. Le pouvoir, c'est une question de rapport de force. Aujourd'hui en Europe, il n'y a pas de pouvoir en réalité. Le pouvoir n'est pas européen aujourd'hui, puisque l'Union européenne est un nain politique, et le pouvoir n'est plus national. Il n'est nulle part. En fait, le pouvoir doit être recréé, rebâti. Et ce que propose le Parti européen, ça va être la dernière partie de cette longue émission, c'est justement cela. Le pouvoir étant nulle part, il va falloir créer ce pouvoir potentiel qu'on ne trouve nulle part. L'Europe, en tant que telle, a le pouvoir, à condition qu'elle soit organisée comme telle. Et c'est là que tout se joue. Puisque la solution ne peut pas venir du cadre national, puisque la solution ne peut pas venir d'une solution locale, elle doit venir de l'Europe. Seulement, on me dira, l'Europe n'existe pas. Effectivement. Donc, la stratégie que je propose, c'est de bâtir cette Europe politique qui nous fait défaut. Or, il y a malgré tout une structure qui existe, qui s'appelle l'Union européenne. Cette Union européenne, comme je dis, n'a pas de pouvoir réel. Ses dirigeants sont des seconds couteaux des États, choisis par eux pour ne faire d'ombre à personne. Mais il y a ce Parlement européen. Le Parlement européen est élu depuis 1979 avec la proportionnelle. Moralité de l'équation, il est plus facile de se faire élire au Parlement européen que de se faire élire à l'Assemblée nationale. C'est moins le cas dans des pays qui ont la proportionnelle comme l'Allemagne ou l'Italie, mais n'empêche que. Moralité de l'équation, ce Parlement européen, il est plan-plan aujourd'hui. Il est plan-plan pourquoi? Parce qu'il est dirigé par une sorte de grande coalition sociodémocrate et populaire, donc PPE, qui se partagent les places depuis 30 ou 40 ans, qui se répartissent les postes, 2 ans et demi pour une présidence de gauche au Parlement européen, puis 2 ans et demi pour une présidence de droite au Parlement européen, etc., etc. Alors il y a des partis qui sont anti-système, le rassemblement autour du RN ou autour des conservateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ils sont quand même très minoritaires, ils ne sont pas capables de travailler de concert, c'est comme je dis, là encore une coalition de partis nationaux. Donc très instable, parce que par exemple, imaginons que Salvini veuille orienter le groupe ID vers telle chose, et pour Marine Le Pen c'est hors de question, eh ça va exploser. C'est un groupe technique en réalité, qui permet d'avoir des fonds, etc. Mais il n'y a pas de convergence d'intérêts, il n'y a pas de convergence stratégique. Ils ne sont pas tous avec un leader. Vous pouvez imaginer qu'il y a... Est-ce qu'il y a un leader du PPE? Est-ce qu'il y a un leader des sociaux-démocrates? Aucun en Europe. Il n'y a pas de leader, puisque les leaders sont nationaux. Donc aujourd'hui, le groupe Identité et Démocratie, il y a plusieurs leaders, mais chacun chez soi. Il y a Salvini, il y a Marine Le Pen. Alors récemment, Jordan Bardella l'a dit, Salvini propose ça. Oui, écoutez, nous, dans le groupe ID, on laisse la liberté totale à chaque parti national de défendre sa propre ligne, etc. Parce que chaque pays est différent. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas du tout de concertation, il n'y a pas de stratégie. Nous, on veut qu'il y ait un vrai parti politique identitaire européen. Ça veut dire que quelle que soit l'origine de l'élu, qu'il soit d'origine autrichienne, italienne, espagnole, française, belge ou danoise, il soit au service du même parti. En termes clairs, il n'y a plus de partis nationaux, c'est un parti européen partout en Europe. C'est ça la grande différence. La différence avec les groupes existants aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas des partis, ce sont des coalitions. Nous, on veut un parti. Donc on veut finalement une sorte de droite européenne qui pèse à terme 30% du Parlement européen et autour duquel se fassent toutes les coalitions. De manière à partir de là, on puisse faire basculer le Parlement européen vers un vrai gouvernement européen légitime, une coalition majoritaire disant, voilà, désormais, l'État européen naît. Le Parlement européen devient l'Assemblée européenne, constituante d'abord, puis européenne tout court, et bâtit cet État européen qui nous fait défaut. Si on a un État européen, quelle est la différence? C'est que, alors que lorsqu'on est à la tête d'un État national, on est obligé de ramper devant les puissants, à la tête d'un État européen, la négociation est tout à fait différente. On est plus fort que Poutine, par exemple. Poutine, à la tête de la Russie, serait moins fort qu'un président européen. Par la masse économique que nous représentons, ça serait là. Et on serait plus fort que le président américain. C'est-à-dire que les Américains disent souvent, depuis l'époque des années 70, l'Europe, quel numéro de téléphone? On se souvient de la phrase de Kissinger. Hein. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Aujourd'hui, je suis président américain, je suis Joe Biden, donc je suis Kamala Harris, parce qu'en réalité, Joe Biden, à part se vautrer dans les escaliers, il ne fait rien. Hein. Donc je suis Kamala Harris déguisé derrière Joe Biden, je prends mon téléphone pour appeler quelqu'un au niveau européen. J'appelle qui? J'appelle évidemment pas M. Michel, le président de l'Union européenne, qui n'a aucun pouvoir, aucun intérêt. Je n'appelle même pas Ursula von der Leyen. J'appelle Macron et j'appelle Merkel. Parce qu'en réalité, c'est ça. Et éventuellement, j'appelle Draghi ou d'autres. Donc j'appelle les gouvernements, je n'appelle pas l'Union européenne. C'est la preuve que l'Union européenne n'a pas de pouvoir. Parce qu'on ne l'appelle jamais. Madame von der Leyen peut faire un spot télé pour montrer comment il faut se laver les mains.
Elle l'a fait, ça ne s'invente pas. C'est dire à quel point l'Union européenne actuelle ne sert à rien. Alors on pourrait dire aux europhobes, vous voyez, si elle ne sert à rien, elle coûte cher pour pas grand-chose. Non, elle sert à quelque chose. Ce à quoi elle sert, c'est malgré tout qu'elle organise des convergences techniques qui ne sont pas mauvaises, mais pas beaucoup. Moi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi c'est 110 volts en Grèce et 220 volts en France. J'aimerais bien savoir pourquoi la taille des rails de chemin de fer n'est pas la même dans toute l'Union européenne. Hein. Mais il y a quand même des convergences, il y a quand même des normes communes, on va vers quelque chose de commun. C'est pas mauvais, c'est pas génial. La taille, ça empiète sur des domaines où ça ne devrait pas empiéter. Mais de toute façon, ça n'est que 15% de nos lois. C'est pas grand-chose. Toutes les lois liberticides qu'il y a en France, elles viennent de Paris, elles ne viennent pas de Bruxelles. Bon. Donc, dans cette affaire, il faut doter l'Europe d'une vraie structure politique légitime démocratiquement. Il y a un déficit de démocratie dans l'Union européenne, c'est clair, parce que l'Union européenne n'est qu'une alliance de pays en réalité. J'ai parlé d'alliance de partis au niveau du Parlement européen, mais l'Union européenne, c'est une alliance de pays, avec des rapports de force entre pays. Voilà, c'est-à-dire, on voit bien que la France et l'Allemagne aujourd'hui, pour des raisons budgétaires et économiques autres, sont prépondérants dans la décision. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le même poids égal en droit, mais ça montre dans le rapport de force, l'Italie ou l'Espagne, qui sont beaucoup plus dépendants de l'Union européenne par le fait que leur budget est encore plus déficitaire, eh bien, au moins la voix à leur chapitre. Un pays d'Europe qui freine, on le neutralise. Un exemple concret. Il y a une majorité d'Européens à être opposés à l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Mais cette majorité existait déjà avant que les pourparlers avec la Turquie ouvrent. Donc prenons l'exemple de 2005. En 2005, je crois que c'était en avril, l'Union européenne décide d'ouvrir les pourparlers d'adhésion avec la Turquie. L'Autriche s'y oppose. Qu'est-ce qu'on fait? Deal. Alors on deal, on explique aux Autrichiens, écoutez, si vous donnez votre accord à l'ouverture des pourparlers avec la Turquie, on va favoriser, accélérer l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Parce que les Autrichiens sont souvent favorables à Slovénie, Croatie, c'est des sortes de zones d'intérêt économique. Donc, on met la Croatie dans l'Union européenne beaucoup plus vite si vous êtes d'accord. Et la Croatie va rentrer en 2007 finalement. Donc les Autrichiens disent OK. Et donc, ils cèdent. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ce sont des négociations permanentes, longues et pénibles. Enfin, vous voyez à la télévision, on vous explique qu'il y a eu un débat sur le Fonds monétaire européen, ou je ne sais pas quoi, et pendant 24 heures ou 48 heures, tous les dirigeants des États se mettent autour d'une table, et à l'arrivée, avec le ton grave dans la voix, oui, à l'issue d'une négociation âpre et difficile, nous nous sommes mis d'accord pour mettre en place ce processus. Alors évidemment, il a fallu acheter les pays d'Europe du Nord, qui eux sont très favorables à la rigueur budgétaire, et donc il faut les rassurer d'un côté, tout en même temps en donnant des compensations aux pays du Sud, en leur disant, vous allez être réellement aidés. Et donc, cette sorte de négociation de marchand de tapis, je te donne ça, tu me donnes ça, etc., obtient un consensus mou à l'arrivée, où tous les États sont d'accord pour dire on est d'accord. Alors parfois il y a des mauvais joueurs, et l'État le lendemain dit oui, bon, j'ai dit oui, mais en fait j'étais contre. Hein. Évidemment, il y a l'opinion publique de chaque pays. Donc on dit, ah écoutez, je mets en place cette politique, vous savez, ça m'embête cette politique, j'aimerais pas le faire. Et vous savez, c'est l'Union européenne qui m'y oblige, quoi. Vous voyez, on est obligé par l'Union européenne. Mais non, les gouvernements font ce qu'ils veulent. S'ils le veulent, c'est qu'ils le veulent bien, je veux dire. Quand le Danemark veut refermer ses frontières, il arrive bien à le faire tout seul. Quand on veut fermer les frontières de l'Union européenne à cause de la Covid, on arrive bien. On arrive bien à faire ce qu'on veut. Simplement, c'est une question de volonté. Alors on me dit, oui, mais la Convention européenne des droits de l'homme. Je rappelle que la Russie a signé la Convention européenne des droits de l'homme et s'en fout complètement. Donc c'est pas parce que tu signes un texte que tu le respectes. Ok, tu ne respectes pas les termes de la Convention européenne que tu as signé. Et alors, qui en a à foutre? Il n'y a même pas besoin de quitter la Convention européenne des droits de l'homme. Il suffit de dire moratoire sur la Convention des droits de l'homme. On met un moratoire, on la met entre parenthèses. Et même dans l'Union européenne, le rapport de force est favorable. Donc évidemment, dans l'Union européenne, il ne faut pas faire de provocation. Si tu rétablis la peine de mort dans un pays d'Europe, ce pays, en général, il peut être sanctionné, c'est prévu dans les traités, et il peut perdre sa voix au chapitre au niveau de l'Union européenne. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais si on ne touche pas les idoles sacrées de la construction globale, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Évidemment, ça ne sera pas efficace à l'arrivée, pour les raisons que j'ai expliquées. Le rapport de force est défavorable par rapport aux États-Unis ou au reste du monde. Donc, si vous voulez mener ce que vous voulez, enfin, en termes clairs, ce qu'il faut dire aux Français et aux Européens, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est imaginons que Marine Le Pen soit présidente, elle ne pourra rien changer. Maintenant, imaginons que je devienne demain président européen d'une Europe telle que je l'ai décrite, hein, un véritable État européen, un véritable gouvernement à la tête donc de la première puissance mondiale. Bon, déjà, le principe de notre programme, c'est la table rase juridique, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce contexte-là, il n'y a pas de frein. Le seul frein, c'est la morale de celui que vous élisez. Terme clair, on est affranchi de toute opposition. On est affranchi de tout contre-pouvoir juridique, co-constitutionnel et compagnie. C'est-à-dire que demain, le dirigeant européen, il a les mains libres pour au moins un certain temps. Il a les mains libres pour bâtir l'État européen. Le rapport, ça sera entre uniquement lui
et les Européens eux-mêmes. Rapport direct, un dirigeant et les Européens, et le peuple. Et on lui donne blanc-seing pendant 5 à 10 ans. Et pendant 5 à 10 ans, il bâtit l'État européen. Et il nettoie tout ce qui gêne. Il fait sauter tous les verrous. Les questions migratoires sont réglées, parce que on lui donne blanc-seing pendant 10 ans, vous réglez la problématique migratoire de l'Europe. C'est ce qu'on appelle le comité de salut public, c'est ce qu'on appelle tout simplement la dictature républicaine. Cincinnatus. Les Européens aujourd'hui n'ont pas les moyens, n'ont pas le luxe de pouvoir attendre. Les menaces qui sont réelles pour les Européens sont immenses. Et il faut bâtir un État. Bâtir un État, ça veut dire qu'il faut bien une forme de continuité du droit. Il faut rompre avec le droit ancien, mais rebâtir un nouveau droit. Donc il y a une phase, comment dire, un pays ne peut pas ne pas être gouverné, un pays ne peut pas avoir de police, ne peut pas ne pas avoir d'armée, etc. Donc on est obligé d'être dans une situation de crise. Pour bâtir l'État européen, il faut 10 ans. Et en 10 ans, il n'y a pas d'élection pendant 10 ans, voilà, c'est clair. Après, il y aura une démocratie intégrale à l'athénienne, mais pendant 10 ans, vous n'avez pas de démocratie autre que le vote par plébiscite, c'est-à-dire la vérification régulière que le peuple soutient bien toujours le dirigeant. Parce qu'il faut quand même que le peuple soit là. Mais à part ça, c'est un rapport, comment dire, complet, mandataire presque, de mandat impératif, entre un homme et le peuple. Bon. Et on bâtit cet État. Parce qu'il faut quand même 5 à 10 ans pour bâtir un vrai Parlement européen, pour faire construire la capitale, pour créer un code civil européen, un code pénal européen, une vraie constitution européenne à soumettre aux gens, la mise en place de la monnaie européenne complète, la mise en place de structures politiques qui n'existent pas aujourd'hui, au niveau local et au niveau, etc. Vous imaginez le travail de titan qu'il faut faire? Et il faut faire ça vite. Vous ne pouvez pas attendre 25 ans. Parce qu'il y a des réactions sinon. Il faut créer la police européenne, créer la justice européenne, créer l'armée européenne, etc. Et vous pensez qu'on peut faire des élections tous les 2 ans? Bien sûr que non. Donc il faut avoir cette idée-là. Pour que la démocratie européenne soit sauvée, pour que la civilisation européenne soit sauvée, il faut 10 ans de plein pouvoir. Ça ne s'invente pas. Et les gens me disent, oui, parce que votre truc c'est paralysé. Ils me prennent pour un naïf. Déjà, l'État européen va naître contre les États existants, malgré tout. Ces États sont gangrénés, ils s'effaceront très rapidement. Parce qu'en réalité, on ne s'oppose pas à un phénomène révolutionnaire qui est légitime démocratiquement. Les États eux-mêmes sont épuisés. Ils céderont facilement. À partir du moment où ils auront un acteur en face d'eux qui, lui, ne cède pas. Donc il faut bâtir cet État européen unitaire pour sauver notre civilisation, pour mettre en place la nationalité européenne, par exemple. Parce que tant que la nationalité européenne n'est pas mise en place, qui vote? Eh oui, parce qu'il faut qu'elle soit là, il faut que les gens soient citoyens pour savoir quel est le corps des citoyens. Ce corps des citoyens, il va falloir le créer. On ne prendra pas le cadre étatique actuel. On fait un nouveau cadre. Donc ça veut dire qu'il faut redéfinir la citoyenneté. Qui est citoyen et a le droit de voter, qui n'a pas le droit? Qu'est-ce que ça implique? Les droits et les devoirs de chacun. Vous voyez le travail de titan. Donc, ça fait longtemps que j'ai réfléchi à ça. J'ai jamais voulu le dire clairement, et là je le dis aujourd'hui clairement. Parce qu'il ne faut pas tromper les gens. Il y aura une phase où il faudra un salut public, comme en 1789. Il faudra, comment dire, à un moment donné, agir vite. Et on ne pourra pas se permettre de perdre du temps. Il faut 10 ans. En 10 ans, on passera d'une démocratie nationale dévoyée, de nationalité nationale étatique dévoyée, et d'un modèle qui va à son terme vers un modèle de véritable démocratie européenne. Mais pour passer d'une fausse démocratie à une vraie démocratie, il faut d'abord la démopédie. Démopédie en grec, démopaideia, ça veut dire l'éducation du peuple. Il faut que le peuple soit prêt à la démocratie. Aujourd'hui, le peuple n'est plus prêt à la démocratie. Regardez la façon dont les Français cèdent au pouvoir. Les libertés publiques sont bafouées en situation de crise et personne ne se révolte. Donc il faut réapprendre à être citoyen. Toutes les grandes figures démocratiques du passé, que ce soit Périclès, Abraham Lincoln ou d'autres, rappellent que le citoyen qui n'est pas prêt à se battre et à mourir pour sa cité n'est plus un homme libre. Donc il faut que les Européens redeviennent des hommes libres. Et ça prend à n'importe quel âge. Même à 75 ans, vous pouvez être un homme libre. Le fait d'être vieux ne vous oblige pas à être conservateur et à avoir peur de votre ombre. Regardez comment les personnes âgées en France aujourd'hui sont otages d'une manipulation médiatique vis-à-vis de la mort. Bien sûr que personne n'a envie de mourir, moi le premier. On vit, on a des sentiments, on pense en permanence, on se réveille le matin, voilà, et on se dit du jour au lendemain, ça n'existe plus ça, du jour au lendemain, on ne pense plus, on ne se lève plus, son corps est détruit par le feu ou par la putréfaction, par tout ça. Donc on est à côté mortel, on le sait, et on a envie de vivre. Et même à 75 ans, 80 ans, 85 ans, sauf si on a Alzheimer et qu'on n'en peut plus, on a envie de vivre. Bon, et c'est normal et c'est légitime. Et là, on vous explique qu'il y a un virus très méchant qui tue les vieux. Ben, vous êtes vieux, vous vous dites, oula, j'ai peur, ma vie est en danger. Seulement derrière, vous ne pouvez pas détruire l'avenir, vous ne pouvez pas détruire la jeunesse, détruire tout ça, au nom simplement d'une peur
Il y a un vaccin, vous vous faites vacciner, vous vous foutez la paix, vous restez chez vous, vous êtes en sécurité, vous portez le masque, vous faites porter le masque aux gens qui viennent vous voir, etc. Et on ne détruit pas l'économie mondiale, ou l'économie française et européenne. On n'a pas besoin d'emmerder tout le monde. Il y a des gens à risque. Moi, ce que j'aurais dit à la place de Macron et les autres, voilà ce que j'aurais dit sur la crise du Covid. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Écoutez, voilà, ce virus, c'est pas le virus le plus dangereux de la planète. C'est pas Ebola, c'est pas la peste noire. Mais c'est un virus dont les caractéristiques font que ça a tendance à attaquer plus les personnes âgées, ça attaque plus les gens, comme tous les virus qui sont en situation de comorbidité, etc. C'est logique, un virus par définition, il profite des faiblesses du corps qui l'accueille. Donc oui, c'est un virus qui a un taux de mortalité pour certains types de personnes plus fort. Si vous êtes obèse, si vous avez des problèmes respiratoires. Donc si vous êtes à risque, vous restez chez vous, on vous sécurise, etc. Vous vous protégez, vous faites attention. On responsabilise les gens, on ne les prend pas pour des enfants, mais comme des gens intelligents. Vous n'avez pas envie de mourir, bon, vous savez que si vous êtes à risque, vous faites attention. On n'a pas de vaccin, à la différence de la grippe, etc. Bon, le jour où il y a un vaccin, on fera en sorte de pouvoir, comment dire, vous mettre en priorité, les personnes à risque en priorité. Il faut faire des efforts sur le nombre de lits, mais si on ne peut pas, bien, il y aura des morts, il faut l'accepter comme tel, c'est une donnée de la vie, voilà, et on ne va pas détruire l'économie. Seulement le problème, pour dire ça, que ce soit Macron ou n'importe qui dirige la France, vous ne pouvez pas le dire si votre voisin dit le contraire. Si en Espagne, en Italie, en Allemagne, on dit c'est très très grave, il faut tout verrouiller, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Italie a commencé à confiner. Et lorsque vous êtes dirigeant d'un pays voisin, vous dites, bon, l'Italie vient de confiner. Si nous, on ne confine pas, on va nous le reprocher. On va dire, regardez l'Italie, ils l'ont fait, pourquoi vous ne le faites pas? Donc chaque pays met la pression au voisin. Un pays invente le couvre-feu, tout le monde a envie de faire un couvre-feu. Un pays prend telle mesure, tout le monde a envie de faire la même mesure. Et donc vous avez un fait d'entraînement. Et en fait, pourquoi derrière? Parce que le pouvoir en place, il a très peur. Qu'est-ce qu'il se dit? Si je ne fais rien, on va dire que j'ai rien fait. Peut-être qu'il n'y a rien à faire. Peut-être que la solution, c'est rien. On ne peut pas arrêter un virus. Mais vous pensez-vous politiquement, que vous ne pouvez pas dire ça aux gens? Donc je vais vous dire un raisonnement très logique. Vous pouvez très bien vous dire, il y aura, je dis n'importe quoi, 100 000 morts. Et vous dites, si je dis demain, il y aura 100 000 morts, il faut l'accepter, je pense que ça ne passera pas. Donc, comment je fais? Je fais plein d'actions qui ne servent à rien, mais très fortes. Et après je dis, voyez, si je n'avais pas pris ces mesures, à l'arrivée, tu as quand même bien les 5 000 morts. Seulement, tu peux dire, si je n'avais pas pris les mesures, c'était 200 000. C'était 300 000. Comment on peut prouver le contraire? Vous voyez, la subtilité, elle est très simple. C'est que vous savez dès le départ qu'il y aura des morts. Et comme vous n'avez pas le courage de le dire, eh bien vous faites de la com, vous brassez de la com pour cacher la vérité. Mais vous détruisez comme une économie, uniquement pourquoi? Macron, il n'en a rien à foutre que la boîte locale fasse faillite, que votre magasin préféré fasse faillite. Pourquoi ça le touche? Son objectif, c'est 2022. Comment je vais me présenter aux élections présidentielles pour avoir une chance de gagner? Point. Il n'a rien à foutre des conséquences. C'est pas lui qui paye. Comme m'a dit Hollande, c'est l'État qui paye. Ben voilà. L'État, c'est vous, les gars. Donc il s'en fout, lui, il sera réélu président. Dans 5 ans, il sera plus au pouvoir, et puis il faudra faire des conférences à 150 000 € la conférence au Qatar ou aux États-Unis ou ailleurs, pour raconter son expérience de président, comme l'a fait Sarkozy, comme le fait Hollande, etc. C'est ça. Il faut être réaliste. Macron, il est comme vous. Macron, qu'est-ce qu'il pense, lui? Il pense combien je vais gagner d'argent en étant président, la gloriole, etc. Comme un chef d'entreprise, comme n'importe qui pense qu'à lui. Pourquoi vous imaginez que ces hommes politiques d'Europe occidentale sont aussi médiocres? Parce que ce ne sont pas des hommes politiques. Ce sont des professionnels. Un professionnel, il pense à son gagne-pain. Qu'est-ce qu'un vrai homme politique? Un vrai homme politique, c'est quelqu'un qui est animé par des convictions. C'est quelqu'un qui n'a rien à perdre, en fait. C'est quelqu'un qui pourrait faire totalement autre chose. Je vais prendre mon exemple personnel pour conclure. Parce qu'il y a des gens qui m'attaquent, oui, regardez Ferrier, il est égocentrique et machin, etc. Moi, je vais vous dire, je gagne correctement ma vie. Je pourrais avoir d'ambition professionnelle plus importante. Je pourrais ne pas faire de politique. Je pourrais ne pas en faire, tout court. Voilà. Pourquoi je ne ferais pas de politique? Parce que je serais plus intéressé, voilà, je fondrais une famille, avoir des enfants, etc. Je m'occupe de ma vie, et je ne m'occupe pas du bien commun. Un vrai homme politique, il s'intéresse plus au bien commun qu'à son bien personnel. Évidemment, je ne vais pas me plaindre d'un niveau de vie correct, mais c'est pas ce qui m'anime. Comme je l'ai dit, je ne pourrais pas faire de politique. Pourquoi j'en fais? Parce que j'ai des convictions. Regardez, et là je vais faire la provocation. Je vais prendre la différence entre Marine Le Pen et moi. Pourquoi pas, après tout. Je fais ça parce que beaucoup de gens soutiennent Marine Le Pen et moi je pèse 150 adhérents. Bon. Donc on va expliquer la différence. Marine Le Pen est une avocate qui n'a pas réussi sa carrière à cause de son nom.
Elle a été récompensée grâce à ce même nom. Elle devient leader d'un parti politique déjà organisé, déjà structuré, avec au minimum 15% des voix à chaque élection. Bon. Donc Marine Le Pen, elle a ça. Moi, mon père est universitaire, il me soutient, mais bon, voilà, il n'est pas connu, c'est pas une célébrité politique, il passe pas à la télé, etc. Donc moi, je suis un self-made man. J'héberge de rien. Juste moi, avec vous, qui me regardez. Voilà. Et elle, elle a tout. Elle passe à la télévision dans prime time pour faire des émissions merdiques tous les 4 matins. Moi, vous ne m'avez pas vu ni sur TF1, ni sur France 2, ni sur Canal+, ni sur aucune des chaînes de la TNT. Bon, vous voyez sur quelques parfois des vidéos YouTube, TV Liberté, etc. C'est-à-dire rien du tout, peanuts. Bon. Marine Le Pen n'a pas de conviction. Moi, je les ai exposées, mes convictions, j'ai un programme complet, j'ai une vision des choses, etc. Elle n'a rien de tout cela. Elle, si on lui demande, vous faites pas de politique, fait, oh bah moi j'aurais pu pas faire de politique, je m'occupe de mes chats. Moi, j'aurais pas fait de politique, ben, je ne serais pas moi, parce que je fais de la politique, c'est tout. Donc moi, c'est quelque chose de vital pour moi. Je n'ai pas hérité d'une cuillère en argent dans la bouche, c'est quelque chose que je veux défendre. Moi, je suis toujours, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu défendre l'identité européenne. Même à l'école, mais je sais pas, mais n'importe quoi, même quand j'avais 12 ans, la diversité, je ne l'ai pas beaucoup vécue par rapport à les jeunes d'aujourd'hui qui la vivent beaucoup plus fortement. Mais je l'ai vécu un petit peu, j'ai vu les prémices de tout cela. Je l'ai commencé à le voir un petit peu, le gauchisme à l'université, je l'ai vu, l'intolérance, le discours diversitaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 20 ans après, moi j'ai 44 ans, donc j'étais étudiant il y a plus de 20 ans. Il y avait déjà les problèmes d'aujourd'hui. Mais ça s'est accéléré. Je veux dire, aujourd'hui, je ne veux pas dire que je suis devenu un vieux con, mais la théorie du genre, il y a 20 ans, je n'aurais jamais imaginé un truc pareil. Qui aurait imaginé ça? Personne n'aurait pensé à un truc pareil. Le mariage pour tous, personne n'aurait imaginé ça. Et regardez en 20 ans comme la société a évolué considérablement, et pas dans le bon sens. C'est assez saisissant. Ça va très vite. Regardez les publicités. Regardez les publicités de votre enfance. Regardez les publicités quand vous aviez 15 ans ou 20 ans, pour ceux qui ont mon âge. Regardez ce que vous aviez. D'ailleurs, on s'en souvient. Aujourd'hui, qui se souvient des publicités d'aujourd'hui? Personne. Mais vous savez, par exemple, Prosper, avec ces trucs qu'on mangeait, les raviolis Léon, j'ai les mêmes à la maison, toutes ces conneries. C'est nul, hein, les jeux en verre, toutes ces débilités-là. Mais vous en souvenez? Depuis l'actuel, vous vous souvenez de quoi? Rien. Donc, tout est le caractère éphémère de nos sociétés d'aujourd'hui. La médiocrité qui devient le gage de sécurité. C'est-à-dire, plus Marine Le Pen devient présidentiable parce qu'elle devient de plus en plus nulle. En fait, plus elle est nulle, plus elle est digne d'être présidente. C'est logique. C'est logique, regardez la nullité de nos présidents. Donc en fait, la vraie politique, comme je l'ai dit, c'est la conviction, une conviction d'airain, et on va au bout. Voilà. Évidemment que c'est ça qu'il faut faire. Évidemment que si on avait des vrais dirigeants politiques, des gens qui ont des convictions et qui ont le courage de les défendre, ça serait différent, mais vous n'avez que des opportunistes. Moi, je vous le dis, l'idéologie de Macron, elle n'est ni bonne ni mauvaise, il n'y en a pas. L'idéologie de Marine Le Pen n'est ni bonne ni mauvaise non plus, il n'y en a pas. Et même le pouvoir n'est pas un but. Vous dites, oui, elle peut gagner. Alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'elle gagne? Qu'est-ce qu'on veut voir gagner? On veut voir gagner une personne? On veut voir gagner des idées, un programme. C'est pas du tout la même chose. Si votre but politique, c'est d'avoir la remigration, admettons que ce soit ça votre but principal, ben, votez pour quelqu'un qui la prône, plutôt que pour quelqu'un qui ne la prône pas, sous prétexte qu'elle est plus proche du pouvoir qu'un autre. Ce raisonnement est absurde. Si vous voulez quelque chose, défendez ce que vous voulez, avec habileté, avec intelligence, etc. Alors je vais finir sur un sujet que je n'ai pas évoqué, la dissolution de génération identitaire. Et là je vais me mouiller un petit peu. Je vais me mouiller pourquoi? Parce que je suis là pour faire tomber des idoles. Donc, évidemment que la dissolution de génération identitaire, sur un plan juridique et politique, est absolument scandaleuse. D'ailleurs, on remarquera que Marine Le Pen a été très peu, dure sur ce sujet. Ça l'arrange d'une certaine manière. Et récemment, une figure associée au mouvement identitaire, Damien Rieu, vient d'officialiser son soutien au Rassemblement national. Philippe Vardon, avant lui, l'avait fait. Alors on comprend humainement pourquoi ils le font. Ce sont des gens qui ne pourraient pas trouver de boulot dans le privé public compte tenu de la notoriété qu'il a leur. Ils sont enchaînés par leur engagement politique passé. Donc le seul endroit où ils peuvent trouver de quoi gagner leur vie, ben, c'est autour d'un parti politique qui est capable d'avoir 300 conseillers régionaux, etc. C'est sûr que le Rassemblement national aujourd'hui offre quelque chose que la LPE ne peut pas offrir, c'est des places sous. Et des salaires d'ailleurs. Ça compte dans la vie. Quand vous avez 35 ans, que vous avez fait 20 ans de politique, que vous savez que vous ne trouverez aucun boulot, et que vous avez une femme, que vous avez des enfants, et qu'il faut faire vivre tout ça, ben, c'est normal d'aller là où il y a de l'argent, entre guillemets. Le RN vous propose des postes, pourquoi cracher dessus? C'est parfaitement légitime. Seulement, vous êtes obligé de fermer la gueule sur vos idées. Voilà, vous êtes obligé de ramper. Et donc, par exemple, vous remarquerez que Vardon ou Rieu n'ont pas tellement défendu Génération Identitaire. Hein. Vous n'avez pas entendu sur ce sujet. Mais ils ne pouvaient pas s'exprimer dessus.
Parce que s'il s'exprimait dessus du jour au lendemain, il perdait tout. Et c'est bien légitime qu'il n'ait pas eu envie de tout perdre. Moi, je les comprends. C'est pour ça que je n'accable jamais les gens. Il y a toujours des raisons à l'action de certaines personnes. Et il faut accepter de comprendre. Une sorte d'empathie. Bon. Mais Génération Identitaire est coupable, d'une certaine manière, d'une stratégie qui n'était pas viable. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, aujourd'hui, le témoignage, c'est pas de la politique. Bien sûr que les actions de Génération Identitaire sont extrêmement saisissantes d'un point de vue visuel. C'est frappant. Mais il faut regarder ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire le retour sur investissement. Moi, je me mets dans la tête d'un recruteur. Est-ce que je recrute Romain Espino? Romain Espino, qui était un des leaders de GI, qui a été associé à l'affaire de Defend Europe dans les Alpes. Ben, il a perdu son emploi. Voilà, il a perdu son emploi. Bon, il va avoir beaucoup de mal à trouver un emploi. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle la googlisation. Vous avez quelqu'un qui vous envoie son CV. Il y a un nom. Tapez Google, Romain Espino. Ah, identitaire, machin, mise en examen pour... Tapez. Votre dossier, il est poubelle, c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Damien Rieu, il est associé à l'affaire de Poitiers, où il a risqué lourd d'ailleurs. Effectivement, la justice à l'arrivée ne l'a pas condamné. Mais son nom, Damien Rieu ou Damien Level, c'est fini. Vous cherchez, tapez son nom, vous avez 20 pages. Terminé. Donc le recruteur, poubelle. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un recruteur? C'est quelqu'un qui veut, un professionnel qui veut quelqu'un de compétent, c'est vrai, mais qui pense à l'image. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis quelqu'un d'engagé publiquement. Je n'ai pas de problème particulier. Mais je ne vais pas me mettre à des endroits où ça passe. Imaginons, par exemple, que je candidate pour être directeur de cabinet d'un préfet. Je suis quelqu'un qui va donc parler à la presse, faire des conférences de presse, etc. Thomas Ferrier, c'est qui? Et vous avez un article dans l'Est Républicain à Nancy, le lendemain. Point. Et vous perdez votre emploi. C'est comme ça que ça se passe. C'est la réalité de la vie. Donc si vous savez qu'il y a des postes exposés, vous ne les prenez pas. Parce que vous ne mettez pas en péril votre recruteur. Vous ne le mettez pas en situation difficile. Si un recruteur prend Damien Rieu dans une boîte privée, c'est outé le lendemain où il se met prêt, le recruteur il saute, lui aussi. C'est comme ça que ça se passe dans le monde réel. Il faut avoir quand même ça en tête. Donc ces gens ne trouveront pas de boulot. Thaïs, elle va se marier, elle aura des enfants, voilà ce qu'elle peut espérer. Mais elle ne trouvera pas de boulot. Vous tapez son nom, elle a été truc à Nounak, c'est fini. Et c'est ça la politique. Gâcher votre vie et après être obligé d'aller taper la porte de Marine Le Pen pour dire donne-moi un place où? Ben, c'est pas ça la vie politique. Donc avant de faire de la provocation ou des choses qui sont visibles et qui vous emmènent, même si vous n'êtes pas condamné, le fait même que votre action vous amène devant le juge, le fait même qu'il y ait des poursuites contre vous, doit vous dissuader de faire l'action en question. Parce que vous savez derrière que vous serez sanctionné. Et que même si le justice, 3 ans ou 4 ans après de procédure, vous donne raison, ça ne changera rien. Vous êtes grillé, c'est mort. Donc vous faites votre vie, vous tenez des discours courageux si vous voulez à la TSA, mais en faisant gaffe à ce que vous dites. Vous êtes prudent dans ce que vous dites, vous ne déconnez pas sur des sujets qu'il ne faut pas déconner, vous ne faites pas de provocation, vous ne mettez pas le pouvoir en place en péril. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a des situations de GI? Parce que la dernière action des Pyrénées qui a eu lieu a montré que le gouvernement ne faisait pas son boulot de défense des frontières. D'accord, c'est très bien d'informer ça, sauf que derrière, vous êtes en contexte Covid. Le gouvernement essaie de dire aux gens qui vous protègent. Et vous mettez le gouvernement en faillite. Vous dites, regardez le gouvernement. Ben, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il est au pouvoir. Il vous détruit, il vous dissout. Tu m'as foutu dans la merde, tu as montré que ma politique c'était de la parole, je te détruis parce que tu m'as nui. C'est ça la politique. Vous avez un pouvoir aujourd'hui qui est en place. Moi, si j'attaque personnellement Macron de manière diffamatoire, je serai détruit. Pourquoi? Parce qu'il est au pouvoir et moi je ne suis pas. Ça s'appelle la vie. Donc celui qui croit qu'il faut témoigner, celui qui croit qu'il faut aller se réfugier au Japon, celui qui croit qu'il faut aller se faire éditer dans l'Iran islamiste et compagnie, n'a rien compris. Là aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de comprendre la leçon. Je ne le condamne pas, mais c'est la vie. Vous êtes condamné aujourd'hui pour des propos et des textes que vous avez écrits. Quand on écrit des livres sur les juifs en expliquant qu'ils sont tous machins et tous bidules, et bien à l'arrivée, si vous êtes devant le juge et si vous prenez la prison ferme, il ne faut quand même pas faire le surpris. Je suis désolé, bien sûr, il devrait y avoir une liberté absolue d'expression. On devrait en France pouvoir dire ce que l'on pense si on ne diffame pas un individu personnellement. On ne fait pas d'ad personnel. Mais vous devriez pouvoir dire ce qu'on veut. D'accord. On n'est pas dans le monde de oui-oui. Vous n'êtes pas au pouvoir. Ce n'est pas les bisounours qui sont au pouvoir. Ok? Donc vous tenez certains discours. Moi j'ai lu le compte-rendu qui a été fait par un journaliste de Marianne, la Paul Conge, de l'affaire Rissel, pour vous nommer quelque chose. J'ai lu ce qui a été dit par le juge. Vous imaginez qu'avec ce que le juge lit, il n'y a pas une condamnation à l'arrivée? Qui peut croire cela? Vous lisez les propos tels qu'ils sont écrits, vous savez comment ça fonctionne, vous savez les résultats. Bien sûr qu'il y a un acharnement, bien sûr que Rissel il a pris cher parce qu'Alain Soral a réussi à foutre le corps en Suisse à temps. Parce que c'est ça la réalité. Le pouvoir veut montrer qu'il agit contre l'extrême droite antisémite. Donc il prend un exemple et il le détruit. Et c'est efficace. Vous avez quelqu'un qui est en prison.
Vous avez quelqu'un aujourd'hui qui explique devant le juge, qui s'est converti au catholicisme et qui fait des prières dans sa cellule. Ils ont réussi à le briser en réalité. Et ils continueront jusqu'à ce que le mec s'excuse, jusqu'à ce que le mec dise publiquement devant le juge, j'ai eu tort, c'était pas ce que j'aurais dû faire, c'est ma faute, voilà. Et tant qu'il n'aura pas dit devant les juges, j'ai eu tort, ma doctrine c'est de la merde, etc., il prendra cher. Moi, si j'ai quelque chose à lui dire, et si j'étais un véritable ami de ce garçon, je lui dirais, il faut faire comme Conversano a fait devant le juge. Fermer ta gueule, c'est tout. Tu sais que t'es pas le plus fort, t'es pas le patron. Le mec, il a les moyens de te détruire, il te le prouve tous les jours. Il te fout en cellule pour ce que tu penses. On sait bien que quelqu'un ne changera pas d'idée parce qu'il est en prison. Mais Navalny, on ne l'envoie pas en prison par hasard. Pourquoi vous croyez que Poutine a envoyé Navalny dans une des pires prisons de Russie? C'est pour faire un tennis? Bon, donc, ils veulent vous briser parce que vous gênez. Eh bien, vous savez être renard quand il faut être renard, quand vous ne pouvez pas être lion. Je suis désolé de le dire, mais ceux qui pensent faux sur ce sujet, parce que personnellement, je considère que la doctrine de ces gens-là, cette obsession, cette phobie médiévale est une connerie. Je le pense sincèrement, c'est une connerie. Donc je ne dis pas qu'ils ont tort parce que c'est juste parce qu'ils sont condamnés, je dis qu'ils ont tort parce qu'ils ont tort sur le plan intellectuel. Mais ils ne devraient pas être condamnés pour cela. Ils sont condamnés parce que ce sont des martyrs, comme les chrétiens. Ils disent, le lion me bouffe, ça prouve que j'ai raison. Non, le lion, il te bouffe parce que c'est un prédateur qui bouffe de la chair humaine. Quand on lui donne, c'est tout. Le lion, il obéit à ses maîtres. Les maîtres ouvrent la cage, le lion vient te bouffer. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que tu as démontré derrière? Tu as démontré que tu avais des envies suicidaires, c'est tout ce que tu as démontré. Donc je le dis aux gens aujourd'hui qui sont devant des juges pour des questions de propos tenus qui sont illégaux aujourd'hui. Oui, ces propos sont illégaux. Dites-le. Dites oui, mon propos a été illégal, je regrette de l'avoir tenu, je ne me rendais pas compte de l'enjeu que ça pouvait représenter, et je fais amende honorable. C'est ce qu'ils veulent. Donnez-leur ce qu'ils veulent quand vous n'êtes pas en position de vous imposer. Le juge vous dit, voilà ce que tu as écrit, ça, ça, ça et ça et ça. Est-ce que vous avez tenu ces propos? Oui, ils ont été tenus. Bon, vous savez que ces propos sont illégaux. Il faut dire, oui, ces propos sont illégaux. Dorénavant, je ne les tiendrai plus. Point. Ça s'appelle la réalisme politique. Alors on pourrait dire c'est de la lâcheté. Quelle est la lâcheté? Est-ce que vous croyez qu'être réfugié au Japon et dire des insanités sur des gens, c'est du courage? Ben non, c'est pas du courage. Courage, c'est d'assumer ses idées. Mais après, moi je vous le dis, quand vous faites de la politique, vous la faites intelligemment. Vous savez qu'il y a un prix à payer. Tout a un prix à payer. Lorsqu'on est comme moi engagé, je sais que ma carrière professionnelle n'ira pas aussi vite que d'autres qui sont pas engagés ou qui sont engagés dans les partis de gauche, etc. Vous avez un prix à payer à tout ce que vous faites dans votre vie. Toute action que vous prenez a un coût. Vous mangez un hamburger pour attraper un cancer. Il n'y a pas de lien direct, mais ça peut. Vous avez forcément des conséquences de tous vos actes. Il faut les assumer, parce que ça ne sert à rien de pleurnicher derrière. Vous faites des erreurs, et c'est normal. Moi, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté cher, des erreurs sur le plan personnel que je regrette maintenant. Je sais que j'aurais dû être plus mature à l'époque. Je sais que j'aurais dû dire autre chose, que j'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? Je peux changer le passé? Non. Mais je peux au moins être intelligent sur le présent et l'avenir. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire, Marine Le Pen peut être présidente, c'est pas un problème, c'est pas notre solution. Vous voulez sauver la situation européenne, vous soutenez un parti politique qui aujourd'hui ne pèse rien, mais qui demain peut peser parce qu'il a le meilleur discours, le meilleur programme, le meilleur projet, celui que vous voulez en réalité. Vous savez que la situation européenne ne s'en sortira pas si les Européens ne se disent pas. Pourquoi essayer de garder des structurations politiques du XIXe siècle qui ne servent à rien? Unissons les Européens parce qu'ils sont des frères semblables, nés d'une même souche, une même ascendance et qui sont confrontés au même péril, au même destin menaçant. Nous devons nous unir pour sauver notre civilisation et le Parti des Européens, par son nous-mêmes, représente cette solution. Il faut être le parti de tous les Européens rassemblés et c'est ainsi que nous vaincrons. Je vous remercie, chers amis.